Bon matin tout le monde. Merci beaucoup d'être ici en ce lundi matin. Merci d'avoir accepté notre invitation, de débuter la semaine avec nous, puis d'écouter les candidats qui ont généreusement accepté notre invitation pour venir débattre, partager leur point de vue sur les enjeux de travail notamment. Lord est vraiment heureux de vous accueillir. J'ai vu plusieurs visages familiers. C'est bien le fun de vous retrouver de nouveau, qui me fera plaisir, j'espère, de prendre quelques minutes pour vous saluer un petit peu plus tard. Alors, ce débat électoral est organisé par l'Ordre, bien sûr, en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et Charles, si tu veux t'introduire. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Bon matin. Merci d'être avec nous. Merci Manon. Merci à l'Ordre des CRHA pour l'organisation de ce matin. Vous savez, la Fédération, c'est une organisation qui rassemble 125 chambres de commerce, plus de 1200 membres corporatifs partout sur le territoire québécois. Et la pénurie de main-d'œuvre, les enjeux de travail, c'est, je vous dirais, l'enjeu avec un E majuscule de la présente campagne électorale pour la communauté d'affaires. Messieurs, dames, c'est tellement un sujet important qu'on s'est mis à deux pour vous poser des questions ce matin. Et j'espère qu'on aura un débat qui sera instructif, intelligent, évidemment, respectueux. Alors, j'aurai l'occasion d'intervenir à certains moments avec Manon ce matin. Alors, merci d'être avec nous. Alors, Charles, qui est PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vais dire FCCQ pour le reste. Ça va? C'est moins long. Ça fait plaisir de vous présenter les candidats. D'abord, mesdames, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je voulais aussi saluer le fait que vous vous portez candidat. J'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui décident comme ça de servir leurs concitoyens. Alors, félicitations pour ça. Alors, en ordre alphabétique, ou en fait, je pense que c'est l'ordre dans lequel vous êtes, Monsieur Jean Boulet, de la Coalition Avenir Québec. Monsieur Boulet est député de Trois-Rivières depuis 2018. Il est à nouveau candidat dans cette circonscription. Il est actuellement ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Ça fait plaisir de vous revoir, Monsieur Boulet. Bon matin, Manon. Merci. Je suis toujours dans mon ordre alphabétique. Alors, à l'autre bout, Chantal Jorque du Parti québécois. Madame Jorque est enseignante au secondaire, active en politique municipale. Elle a notamment présidé la coalition Montréal-Marcel Côté. En éducation, elle a été commissaire à la Commission scolaire de Montréal. Elle est actuellement membre de l'exécutif du Mouvement pour une école ouverte et moderne. Merci d'être avec nous. Je poursuis avec Alexandre Leduc de Québec solidaire. Monsieur Leduc est député d'Hochelaga-Maisonneuve depuis 2018. Il est à nouveau candidat dans cette circonscription. Il est porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'affaires municipales, d'enseignement supérieur, de justice, de laïcité et de travail. Merci Monsieur Leduc d'être toujours au rendez-vous. On s'était vu en 2018. Merci de l'invitation. Valérie Messoré du Parti conservateur du Québec. Madame Messoré est candidate dans GROU. Travaillant à son compte, elle se spécialise dans les litiges fiscaux. Elle est diplômée de l'École du barreau et détient également un diplôme d'études supérieures en fiscalité des HEC de Montréal. J'espère que vous ne parlerez pas de fiscalité parce que vous allez me perdre ce matin. Peut-être un peu, juste un peu. Juste un peu, pas trop. Et finalement, Michèle Setlacoué du Parti libéral du Québec. Madame Setlacoué est candidate dans Mont-Royal-Outremont. Pendant une décennie, elle a pratiqué le droit des affaires au sein du cabinet Norton Rose. De 2016 à 2021, elle a été conseillère municipale à Ville-Mont-Royal. Merci beaucoup d'être là ce matin. Bonjour, ça me fait plaisir. Bonjour à tous. Bien sûr, quand on parle des enjeux de main-d'œuvre, ils étaient là avant la pandémie. La pandémie a accéléré certains des aspects et de parler de pénurie, bien sûr, c'est une évidence. C'est sur toutes les lèvres, c'est les préoccupations de la plupart des organisations au Québec. Alors, bien sûr, on va en discuter. Mais il y a aussi d'autres chamboulements. Donc, beaucoup de transformations dans les milieux de travail. On le vit. Les professionnels en ressources humaines qu'on représente, bien sûr, on doit composer avec une relation différente avec le travail qui s'est instauré au sein des organisations, les fameux modèles hybrides, la santé psychologique. Bref, plusieurs considérations qui rendent très complexe aujourd'hui la gestion des ressources humaines au sein des organisations et des grands défis pour s'assurer que nos organisations continuent d'être prospères et compétitives sur la scène internationale aussi. Alors, c'est de ça qu'on va discuter ce matin. Nous avons 4 thèmes, donc le développement des compétences, les milieux de travail sains, le bassin de main-d'œuvre éloigné et l'accompagnement RH des organisations. On a fait un tirage au sort préalablement pour s'assurer de déterminer l'ordre de passage, donc pour s'assurer que tout le monde, bien sûr, a l'opportunité de s'exprimer. Les candidats auront 2 minutes pour répondre à chacune des questions.
et à la fin pourront conclure avec des commentaires de leur choix. Alors, je pense que c'est pas mal le plan de match. Vous êtes prêts? Oui? Charles, je t'invite à ouvrir le bal. Excellent. Donc, avant de débuter, je voulais aussi saluer les gens qui sont virtuellement avec nous. On a plusieurs centaines de personnes. Et pour prouver peut-être aux gens en ligne qu'on est plusieurs ici aussi, je vous demanderais peut-être d'applaudir les candidats avant qu'on débute. Excellent. Alors, allons-y avec le premier thème, donc la question du développement des compétences. Donc, vous le savez, messieurs, mesdames, les candidats, on est dans une profonde pénurie de main-d'œuvre, l'avènement des nouvelles technologies sur le marché du travail aussi, l'évolution des emplois, crée une espèce de tempête parfaite où on doit vraiment poser des actions concrètes pour aller chercher des nouvelles compétences puis adapter nos travailleurs et travailleuses au marché du travail. Alors, première question toute simple, comment prévoyez-vous inciter à la formation et à la requalification des travailleurs québécois tout au long de leur vie active? Alors, on débute avec M. Jean Boulet. Est-ce que vous m'entendez? Bon, merci pour la question. Mentionner que la formation, c'est un incontournable. Charles et Manon le mentionnaient. Le marché de l'emploi vit des mutations et ça va s'accélérer. Puis la formation, il y a eu, souvenez-vous, un forum le 16 octobre 2020 de tous les partenaires du marché de l'emploi. Et le consensus le plus profond, le plus solide, c'est que la formation était véritablement fondamentale. Et il faut développer au Québec une culture de formation continue, rehausser les compétences des travailleurs. Ça passe par la littératie, la numératie. Et la littérature est unanime à l'effet que la formation est aussi une façon de bien recruter et de retenir tes ressources humaines. Et ça va passer par l'accompagnement, l'aide financière, le paritarisme, notamment la Commission des partenaires du marché du travail, une meilleure adéquation entre les programmes de formation et les besoins concrets du marché de l'emploi. Et il faut aussi identifier les compétences du futur. C'est la raison pour laquelle on a donné un mandat à la Commission des partenaires du marché du travail d'identifier ce que les travailleurs et travailleuses auront besoin dans l'avenir suite à l'intégration des nouvelles technologies. On parle ici de numérisation, d'intelligence artificielle, d'automatisation. Il ne faut pas négliger les travailleurs. Je reviens constamment au PACME. Au début de la pandémie, on a mis en place un programme d'aide pour accompagner les entreprises qui ont besoin de former pour retenir leurs travailleurs. 270 000 travailleurs en ont bénéficié, 47 000 entreprises. La formation est en train de s'imbriquer dans les façons de faire au Québec. Merci. Merci. Madame Satte-Lacoué. Actuellement, m'entendez-vous bien? Oui, on vit certainement dans un monde où les connaissances évoluent à une vitesse incroyable, beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Dans ce contexte, il est essentiel de concevoir la formation non pas comme une étape à la vie ou de la vie, mais comme une activité intégrée à notre vie tout au long de notre vie. Cette conception est devenue encore plus critique dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre que nous vivons actuellement et qui représente le plus grand défi économique de nos entreprises. Nous avons besoin de main-d'œuvre qualifiée, mais il faudra soutenir le maintien de qualification par la formation continue. Dans notre stratégie de la main-d'œuvre, notre plateforme prévoit spécifiquement la poursuite d'efforts de requalification des travailleurs, en particulier vers les secteurs en demande. Cette requalification, elle est essentielle, évidemment pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi dans la lutte au changement climatique. Et il faut accélérer le processus. Un exemple de requalification, on va mettre fin à la vente de véhicules à essence en 2035. Les véhicules à essence seront remplacés, on le sait, par des véhicules électriques. On veut 1,6 million de voitures électriques sur nos routes d'ici 2030. On ne veut pas mettre au chômage les mécaniciens de véhicules à essence. La requalification doit permettre aux mécaniciens d'intégrer les connaissances spécifiques au fonctionnement des voitures électriques pour continuer de travailler. C'est un exemple. La formation continue est aussi essentielle si on considère les pauses que doivent prendre certaines personnes dans leur travail. Par exemple, des parents doivent interrompre temporairement leurs activités pour une grossesse, s'occuper des enfants. Des gens doivent prendre une pause pour aider un proche malade, un aîné. Ces gens doivent aussi pouvoir compter sur une aide lorsqu'ils voudront revenir dans le marché du travail. Parlons aussi des professions. La formation continue est déjà intégrée à l'exercice de plusieurs professions. J'ai participé la semaine dernière à un débat du Conseil interprofessionnel du Québec.
Pour conserver leur permis de pratique, à peu près tous les professionnels doivent compléter un certain nombre d'heures de formation continue, notamment les avocats, comme c'est mon cas. Ces activités font partie de la formation pour une main-d'œuvre qualifiée dont nous avons besoin pour réaliser nos projets de société. Merci. Madame Messoré. Pour nous, la formation commence dès le jeune âge. Le PCQ propose d'investir davantage dans les différentes façons d'apprendre. Les cours magistraux, ça ne convient pas à tous les élèves. Alors, on veut investir dans d'autres façons d'apprendre et davantage de programmes pour garder l'intérêt des élèves et pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Une fois sur le marché du travail, nous sommes aussi d'accord avec les formations continues. L'apprentissage, c'est un effort d'une vie. Alors, nous, on propose aussi de continuer l'accompagnement des PME avec les organismes communautaires. Il existe beaucoup de programmes de formation à faible coût que les entreprises peuvent inclure pour leurs employés et à faible coût. Et nous voulons aussi travailler avec les autres professionnels pour cerner les priorités pour la formation continue obligatoire des professionnels, comme c'est le cas des avocats, moi-même et autres. Merci. Monsieur Leduc. Merci. Encore une fois, merci pour l'invitation. Très appréciée. C'est un plaisir de toujours participer aux activités de l'OCRHA et de la FCCQ. Qui dit formation, qui dit pénurie de main-d'œuvre, dit défi, dit opportunité. Des défis à saisir, des défis pour changer les choses également, une opportunité à saisir pour changer les choses. Et devant nous, on fait face à une crise climatique importante. C'est pourquoi Québec solidaire, on fait de la transition économique le cœur de notre vision. Et dans la question de la transition économique, comme on a vu dans d'autres révolutions industrielles dans le passé, souvent on va laisser de côté des travailleurs et des travailleuses. J'inclus là-dedans évidemment les cadres aussi. Et nous, c'est quelque chose qu'on va absolument éviter dans la suite des choses pour la transition économique. Alors, c'est pourquoi on a fait l'engagement de faire un fonds de requalification avec 50 millions de dollars par année récurrent qui viserait à faire en sorte que dans chacune des régions du Québec, d'une industrie à l'autre qui va devoir changer, qui va devoir évoluer, on ne laisse personne derrière concrètement et qu'on distribue des sommes pour faire de la requalification rapide, région par région, industrie par industrie, et s'assurer qu'on ne laisse personne derrière. Qui dit qualification, qui dit formation, dit aussi revenir à la base. On dirait qu'on l'oublie tout le temps, puis moi, c'est ma 4e élection cette année. J'ai été candidat depuis 2012, puis les chiffres n'ont à peu près pas changé, là, mais l'analphabétisme au Québec demeure un enjeu, année après année. On aurait jusqu'à un total d'à peu près 50 des gens qui sont analphabètes fonctionnels, incapables de saisir un texte un peu plus complexe, capables de lire, bien sûr, mais incapables de comprendre un texte plus complexe. Comment on veut faire face à tout le défi numérique, à tous les défis de la transformation du milieu de travail, si on a 50 d'analphabètes fonctionnels au Québec? Alors ça, c'est un enjeu dont on n'a pas assez traité et sur lequel il faut investir massivement, notamment à travers les groupes d'alphabétisation dans les différents quartiers et les différentes régions du Québec. Dans les quelques secondes qui me restent, je veux parler d'une autre compétence importante qui est la langue française. La francisation en entreprise auprès des populations immigrantes, elle est efficace. On doit la valoriser, on doit la soutenir davantage pour s'assurer qu'on soit capable de faire la régionalisation de l'immigration au Québec. Merci. Merci. Finalement, Mme Jorg. Vous m'entendez bien? Oui. Premièrement, au Parti québécois, on veut avoir les pleins pouvoirs. On veut aussi favoriser le fait français en Amérique. L'éducation, c'est la base d'une société juste et équitable. Le système d'éducation est premièrement sous-financé depuis les 20 dernières années à tous les niveaux, que ce soit au niveau primaire, secondaire, au niveau technique, au niveau des cégeps, des universités. Moi-même qui étais commissaire scolaire, nous avons vu ce sous-financement. C'est très important d'avoir aussi une formation de qualité. On veut que nos jeunes aient un secondaire 5 de qualité, qui soit capable par la suite d'avoir une technique, si c'est le parcours qu'il doit faire. Naturellement, ce qui est très, très important, c'est aussi le salaire minimum. Il faut que notre salaire minimum soit de 18 $ à 20 $.
Notre nouvelle génération, justement, que les ressources humaines reçoivent et qui se prépare, c'est la génération Z. La génération Z a des valeurs sociales, un peu comme les parents des X. Moi, je suis une X. Et en même temps, ils sont très bons en technologie et ils veulent avoir des bonnes conditions de travail. C'est là où on peut aller les chercher. Des bons salaires, des bonnes conditions de travail, et ils aiment aussi l'entrepreneuriat. Donc, au Parti québécois, l'entrepreneuriat est très important. Les petites PME et les PME doivent avoir une formation, justement, et des sous à partir de 5 500 employés. Ils auront un budget pour avoir des ressources humaines et aussi pour des formations. Ce qui est important aussi, c'est d'aller vers le monde, vers l'international, et un peu comme Mme Marois faisait à l'époque, envoyer des gazelles, c'est-à-dire promouvoir des entreprises qui sont innovantes, francophones, et qui vont par le monde avec des technologies de pointe. Merci. Alors, ça complète le premier tour. Manon? Oui, puis vous avez bien mis la table, Mme Jorg, parce qu'on voulait un peu, on a parlé de formation, de requalification, mais on avait goût un petit peu de tourner les projecteurs vers l'éducation. Comment on peut faire pour rendre ce système-là plus agile, plus en mesure de répondre plus rapidement, pour collaborer, pour s'assurer qu'on est au diapason avec la transformation qui était accélérée? C'est à vous de commencer, Mme Jorg. Merci. L'éducation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Hein. Toute ma vie, ma formation et mes allégeances politiques ont été à la défense de l'éducation. Premièrement, cette francisation-là est très importante des employés, des travailleurs. Et nous, au Parti québécois, les travailleurs sont centrales. On veut autant les défendre que les ressources humaines puissent justement leur donner des conditions de travail et un avenir. C'est très important. L'éducation doit, dès le jeune âge, pouvoir avoir une égalité des chances pour tous les élèves et tous les travailleurs qui vont se former. On ne veut pas d'exclusion sociale. On veut que ce système-là ne soit pas un système à 3 vitesses. On veut des écoles publiques qui ont des formations qui ne sont pas des formations qui vont exclure ceux qui vont aller faire les formations, mais qui vont les intégrer. Et ces formations-là doivent être vraiment accessibles. On ne veut pas, justement, sélectionner dans le public. On ne veut pas non plus qu'il y ait un système privé qui empêche ces élèves-là d'aller se former, d'être dans des métiers. On a une pénurie de psychologues en ce moment. Donc, au Parti québécois, on sait que la santé des travailleurs est très... Et nous avons besoin des psychologues. Donc, au niveau des formations, les universités, les cégeps, il faut aussi qu'on ouvre ces programmes-là pour que les élèves puissent aller s'inscrire et les travailleurs puissent se former aussi. Donc, de travailler avec les universités, les cégeps, les secondaires aussi, qui ont des techniques. Mais de toujours aller dans la qualité du diplôme, c'est ce qui est important. On ne veut pas former des élèves ou des travailleurs qui vont avoir un diplôme que lorsque l'entreprise fermera, la personne se retrouvera avec justement un diplôme qui ne sera pas de qualité. Le secondaire 5 et les formations techniques où les formations sont importantes, mais toujours de qualité. On ne veut pas voir ce qui arrive maintenant avec la pandémie, justement des élèves du secondaire qui se retrouvent en marché du travail, qui ne terminent pas leur secondaire 5 et qui finalement n'auront pas de bonnes conditions de travail, ne seront pas protégés, ne connaîtront pas leurs droits. On veut vraiment que les élèves continuent d'aller à l'école. On veut qu'il y ait une persévérance scolaire. Ça demande aussi d'avoir des écoles qui sont saines, non vétustes, et que le public, on soit heureux du public. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Leduc, comment on assure plus d'agilité à ce système d'éducation? C'est une très bonne question. Moi, il y a un chiffre qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois déjà, qui m'a profondément alarmé. C'est la baisse des inscriptions dans le réseau des cégeps de 1,1 %. Ça fait mal, ça fait longtemps qu'on ne vivait pas ça de cette manière-là. Et je trouve qu'on aurait dû, en particulier au gouvernement, s'en émouvoir davantage. C'est alarmant, là, la baisse des inscriptions au cégep. Ça annonce aussi peut-être éventuellement une baisse d'inscriptions à l'université. Si on veut maintenir une économie compétitive avec des gens qualifiés, il
qu'on laisse le réseau baisser, se contraindre tranquillement avec le moins d'inscriptions, on va en payer les frais beaucoup plus tard. Est-ce qu'on n'a pas nécessairement tous les analyses de ça, de pourquoi on baisse? Il y aurait une étude à faire. Une chose est certaine, toute la logique des bourses perspectives qui a été mise de l'avant par le gouvernement, qui était peut-être bien intentionnée. Moi, j'ai vu plein de programmes qui sont venus me voir pendant que j'étais critique en matière d'enseignement supérieur pour me dire, là, vous donnez une bourse à tel programme, mais pas à nous. On va vivre des baisses drastiques d'inscription. Je pense notamment en technique de travail social et à la maîtrise en psychologie, si je ne me trompe pas. Il est inquiet. Alors, c'est quelque chose qui a été fait dans la hâte, qui a été visiblement fait trop rapidement, sans grande consultation du milieu, et qui pourrait créer plus de problèmes qu'il va en régler. En matière d'agilité du système d'éducation, je pense qu'il y a déjà un bon travail qui est commencé, puis on doit aller plus loin avec les ordres professionnels. Si on veut reconnaître les diplômes des personnes en situation d'immigration, les ordres professionnels ont déjà commencé à travailler pour faire des formations plus courtes, de mise à niveau. Il faut aller encore plus loin, il faut continuer ce créneau-là. Le travail est commencé, mais ça va certainement être une clé pour la suite des choses. Autre affaire aussi, il y a une batterie de groupes communautaires qui sont des mandataires d'Emploi Québec notamment, puis qui font du travail impressionnant auprès des différentes populations pour les rediriger dans leur carrière dans les milieux de l'emploi. Sauf qu'ils sont restreints par le ministère à n'aider que des gens qui sont sur l'aide sociale ou qui sont sur le chômage, alors qu'ils pourraient, avec leurs compétences, aider n'importe qui viendrait cogner à leur porte, qui aurait besoin d'un peu de réorientation et qui pourrait se retrouver un emploi dans leur domaine ou dans un domaine connexe rapidement. Alors, si on est capable d'ouvrir les volets, de mieux les financer, de leur donner plus de perspectives, on va être capable de se donner une chance d'aller plus loin. Et je veux juste mentionner rapidement, il faut régler la question des places en garderie, sinon on n'avancera pas bien loin en matière d'employabilité. Merci. Merci. Madame Messeré? Le Parti conservateur reconnaît que le système d'éducation actuel ne correspond pas aux besoins de l'ensemble des jeunes. Il y a une disconnexion entre ce qu'on apprend à l'école et qu'est-ce qu'on vit sur le marché du travail. Comment combler à cela? Nous proposons davantage de programmes travail-études. De cette façon, les étudiants vont être en mesure de tester le marché du travail, voir quel genre d'entreprise où ils fitteraient le mieux, vraiment décider, OK, est-ce que cet domaine d'emploi me convient? D'un autre côté, les employeurs vont pouvoir découvrir comment bien former les jeunes, travailler avec la prochaine génération et former la relève à faible coût. Nous voulons aussi revaloriser les métiers. Dans les dernières décennies, il y a eu un pouce vers le travail de bureau et on a présentement un manque de main-d'œuvre en travail manuel. Pour les étudiants qui préféraient travailler dans d'autres métiers qu'un travail de bureau, nous voulons apporter un changement de culture pour encourager qu'ils persévèrent là-dedans et que dès le secondaire 3, les étudiants pourraient entrer au DEP pour avoir un diplôme dans le métier de leur choix. Merci beaucoup. Madame Setlacoué? Oui, donc l'agilité est fondamentale. Pour atteindre les objectifs de formation, de requalification, de francisation, il va falloir faire preuve d'agilité, c'est certain. Un exemple d'agilité est d'intégrer des cours de francisation en milieu de travail pour les immigrants. Ils ont déjà assez de défis après s'être délocalisés. Ils doivent travailler pour subvenir à leurs besoins, s'occuper des enfants. Ils vivent toutes sortes de défis dans le cadre de leur intégration. Tout est long et compliqué pour eux avant de pouvoir être parfaitement autonomes ici. Donc, actuellement, ces personnes sont déjà débordées. Ils doivent suivre des cours de français le soir, les fins de semaine, tout en remplissant toutes les tâches liées à leurs obligations familiales. Ce n'est pas évident pour eux. Il faut être réaliste et trouver des moyens de les accommoder. Un autre exemple d'agilité que la pandémie nous a fait découvrir, on peut s'adapter et accomplir énormément dans le monde du travail sans être présent physiquement sur les lieux de travail. On peut être efficace par contact virtuel et des activités en ligne. On peut même faire des gains d'efficacité en travaillant à distance. On peut également apprendre avec des contacts et des activités en ligne. Depuis longtemps, le système d'éducation a intégré avec succès l'apprentissage à distance. Il faut continuer. Par ailleurs, l'arrimage entre le système d'éducation et les besoins de la société et du monde du travail sont abordés dans plusieurs sections de notre plateforme électorale. Parlons changement climatique. Pour réaliser notre projet d'électrification de l'économie et de transition énergétique, le projet ECO, nous aurons besoin de main-d'œuvre, entre autres de main-d'œuvre technique et professionnelle spécialisée. Il est prévu de travailler avec les secteurs de tous les niveaux, formation professionnelle, formation collégiale, formation universitaire,
pour identifier les domaines pertinents pour la réalisation de notre projet. Ce travail de collaboration entre les milieux de formation et le gouvernement devra se faire dans toutes les régions du Québec. En effet, il existe des forces spécifiques à nos différentes régions en termes de formation que nous devrons exploiter pour réaliser cet arrimage avec les besoins de la main-d'œuvre qualifiée, de main-d'œuvre identifiée. Merci beaucoup. Monsieur Boulay, je vous invite à clore cette question. Merci. Donc, l'agilité du système d'éducation réfère à la saine adéquation entre les programmes de formation et les besoins concrets du marché du travail. L'opération main-d'œuvre, souvenez-vous, qui a été annoncée le 30 novembre 2021, c'est une offensive sans précédent, 3,9 milliards de dollars. On a choisi des secteurs névralgiques à la société et à l'économie du Québec. C'est la santé, les infirmières, l'éducation avec les enseignants, enseignantes, la petite enfance, les éducateurs, éducatrices, les technologies de l'information, c'est un secteur qui est transversal, qui est devenu un impératif partout. Le génie, la construction pour les projets d'infrastructure. Cette opération-là est évolutive. À chaque fois que j'ai l'opportunité de référer à des plans ou à des stratégies, il faut que constamment ça s'adapte aux changements dans la société. Mais il est question de formation, requalification de 170 000 travailleurs. Mon collègue Christian Dubé a annoncé un plan santé, 1,14 milliard de dollars, une offensive aussi sans précédent pour recruter des travailleurs de la santé, des psychothérapeutes et des professionnels. Et pour assurer une meilleure agilité, moi, je pense que ça réfère à 3 éléments. Un, comme Valérie le mentionnait, l'alternance travail-études. On a, dans les 3 dernières années, augmenté de 425 % les investissements dans les programmes de formation en alternance travail-études. C'est un bénéfice mutuel. C'est la meilleure façon de ramener les jeunes, ni en emploi, ni aux études, ni en formation, au travail. Ça bénéficie aux entreprises. Il y a aussi les partenariats qu'il faut établir avec la Fédération des collèges, le Bureau de coopération interuniversitaire, et il y a les stages aussi, et il y a énormément de volonté et d'ambition au sein des centres de formation professionnelle, collèges et universités, et les chambres de commerce jouent un rôle fondamental de promoteur collectif. Merci. Merci beaucoup. Alors, dernière question du bloc sur le développement des compétences, la question du virage numérique. Alors, on va être honnête, on est entre nous ce matin, on a un certain retard en matière de virage numérique, surtout par rapport à certaines provinces à lesquelles on aime bien se comparer. C'est essentiel pour accroître notre productivité, notre efficacité, notre croissance économique au Québec. Alors, comment votre éventuel gouvernement compte s'attaquer à la question du retard ou du virage numérique de nos entreprises, à la fois les grandes entreprises, mais aussi les plus petites entreprises, les PME? Alors, dans un premier temps, Mme Messori. Avec la pandémie, nous avons vu rapidement la capacité des citoyens, des travailleurs, de s'adapter aux nouvelles technologies. Moi-même, je travaillais dans une grande organisation, le ministère de la Justice fédérale. À l'intérieur d'environ 5 jours, des baby boomers et des générations X que j'avais jamais vu utiliser des logiciels comme Teams étaient tout à l'affût. Ils avaient découvert comment utiliser les technologies et on avait avancé ensemble pour mieux réaliser tous les défis et garder notre esprit d'équipe à distance. Nous, conservateurs, faisons confiance aux citoyens dans leur capacité d'apprendre à utiliser les nouvelles technologies et les intégrer dans leur travail. Toutefois, nous voyons aussi une occasion pour les jeunes qui sont déjà un peu plus intuitifs dans l'utilisation des technologies, d'être jumelés dans les entreprises avec les personnes plus âgées qui sont peut-être moins à l'aise, et ces derniers pourront faire partage d'apprentissage avec les jeunes et les jeunes pourront faire partage d'apprentissage avec les ins et outs des logiciels comme Adobe ou Excel. Merci. Monsieur Boulay. Oui, merci. Bon, écoutez, la productivité, le retard du Québec a quand même été comblé en partie. Là. Dans les dernières années, on a vu une augmentation de 5,6 % de la productivité au sein des entreprises au Québec, comparativement à 1,5 % en Ontario. Les consultants internationaux disent toutes et tous que la productivité, ça représente 80 % de la capacité d'un pays de résoudre et de lutter efficacement
contre la pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr, il y a l'intégration des bassins humains éloignés du marché de l'emploi, il y a la formation, la requalification, mais la productivité, c'est vraiment une référence incontournable à l'automatisation, la numérisation. Ce virage numérique-là peut passer aussi par l'intelligence artificielle. On a besoin au Québec, parce qu'il y a énormément de PME qui sont disséminées partout sur le territoire du Québec. Ils n'ont pas de département de ressources humaines. Ils font affaire souvent avec des conseillers de l'ordre des CRHA. Ils font affaire souvent avec des organismes en employabilité. Ils ont besoin d'accompagnement, d'un diagnostic pour savoir comment se numériser, comment amorcer le virage numérique. Il y a de l'aide financière et on travaille beaucoup en équipe. On a formé un comité interministériel pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation est là, par Investissement Québec, partout sur le territoire pour l'achat de machines et d'équipements. Et le MTES est là partout pour aider à former. Il y a des subventions qui vont aller jusqu'à 85 des salaires des employés qui sont formés et qui permettent aussi de faire affaire avec des firmes externes pour accompagner. L'accompagnement, l'aide financière, il ne faut pas aller dans le paramétrique, il faut répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Merci. Merci. Madame Jorg. Oui. Le développement des compétences, la formation continue, c'est la base. Premièrement, le système d'éducation au niveau du numérique n'est pas à date. On l'a vu avec la pandémie, lorsque dans le système public, ça a pris 4 mois pour que nos élèves puissent avoir des cours en ligne, alors que dans les écoles privées, ça a pris 2 semaines. On sait que déjà, au niveau de la formation de nos élèves, on a un problème au niveau numérique. Deuxièmement, toute la question de la requalification aussi des travailleurs en entreprise est très importante. Et aussi, naturellement, on va demander à nos travailleurs qui sont retraités de revenir sur le marché du travail. Donc, il faut les accompagner à ce niveau-là. Il faut aussi, naturellement, qu'il n'y ait pas de pénalité quand ils reviennent sur le marché du travail. Cette formation-là, en entreprise, effectivement, les entreprises, les petites et les moyennes entreprises n'ont pas nécessairement des ressources humaines. Donc, on va leur donner les moyens d'avoir des ressources humaines pour être capable d'avoir justement la technologie dans leurs entreprises. Et naturellement, c'est d'attirer les entreprises numériques, ceux qui sont justement nos jeunes, qui aiment l'entrepreneuriat et qui sont à la fine pointe des technologies. Eux, c'est naturel, leur génération. Alors, c'est important de les accueillir dans le marché du travail et de leur permettre d'aller en entreprise. Avec le Parti québécois, on va vraiment favoriser les petites et les moyennes entreprises. Et aussi, on ira chercher, on enverra nos gazelles à l'international. Merci. Monsieur Leduc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont familiarisées rapidement avec des outils technologiques pendant la pandémie, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et moi, je trouve ça toujours dommage qu'on n'utilise pas au Québec notre réseau de bibliothèques municipales pour avoir des outils de formation, d'apprentissage, ne serait-ce que de contact avec la numératie. Et nous, on veut faire de ces réseaux de bibliothèques-là municipales, qui est dans tous les quartiers, dans toutes les régions du Québec, dans toutes les municipalités, un point d'ancrage où on pourrait donc permettre à toutes sortes de personnes de se familiariser, d'avoir peut-être même aussi des petites formations avec les outils numériques. Qui dit virage numérique dit aussi crise de santé mentale. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça accentue la crise de santé mentale? Bien, c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé avec l'OCRHA, qui est le droit à la déconnexion. Hein? Je casse les oreilles de mon ami Jean Boulay depuis 4 ans avec ça. Mais le droit à la déconnexion, qu'est-ce que c'est? Ça existe en France. Ça vient de commencer en Ontario. D'ailleurs, on aime beaucoup l'Ontario avec mon ami Jean Boulay. C'est un autre exemple dont il pourrait s'inspirer. L'Ontario l'a adopté. Droit à la déconnexion, vous pouvez vous attendre à ne pas être contacté donc, par votre employeur en dehors des heures du travail. Et si vous décidez de ne pas répondre, vous n'aurez pas de conséquences. Vous n'aurez pas de note au dossier, vous n'aurez pas de suspension, etc. C'est quelque chose assez simple à mettre en place. On a déposé des projets de loi qui étaient des projets de loi assez larges, qui n'étaient pas restrictifs.
qui forçait, dans le fond, la conversation à démarrer sur tous les milieux de travail du Québec. Malheureusement, c'est laissé lettre morte de leur côté, mais vous pouvez compter sur moi pour le ramener dans l'espace public. Un autre aspect, puis je vois des représentants de Télétravail Québec qui sont ici aujourd'hui, bonjour, c'est le droit au télétravail, une idée novatrice qui dit beaucoup de personnes ont apprécié le télétravail pendant la pandémie et d'un employeur à l'autre, ça peut varier. C'est discrétionnaire finalement avec l'employeur s'il permet ou pas le maintien du télétravail pour la suite de la pandémie. Et nous, on pense que ça devrait devenir un droit. On pourrait devoir réclamer le droit au télétravail, pas évidemment à 100 %. On propose un 50 % de tâches, là où ça le permet, bien sûr. Si on travaille dans un garage puis on répare une automobile, on ne peut pas réclamer 50 % de tâches en télétravail. Et ça permettrait donc d'avoir un équilibre entre la vision de l'employeur et le potentiel besoin de l'employé. Et en cas de litige, ça serait la CNESST qui pourrait trancher et permettre donc à ce que plus de personnes bénéficient du télétravail avec tous les avantages que ça implique. Merci. Merci. Madame Setlacoué. Nous, au Parti libéral, on prévoit appuyer le virage numérique dans plusieurs secteurs. Par exemple, on peut penser à la modernisation du système de justice. Ça passe par la numérisation. Ça leur permettra de réduire les délais et de redonner confiance dans la capacité du système de justice à réagir. On veut aussi renforcer les efforts de numérisation des entreprises. Par exemple, les entreprises manufacturières et entreprises de services pour augmenter leur flexibilité. Évidemment, on prévoit également renforcer la numérisation dans le secteur de la santé pour alléger la gestion du dossier. Au niveau des interactions entre patients et professionnels de la santé, on veut mettre en place une application mobile qui permettra aux citoyens et citoyennes de prendre rendez-vous, d'accéder à leurs informations de santé et d'interagir directement avec les professionnels de la santé. Ce nouvel outil serait gratuit et facile d'utilisation pour tous. Les efforts de numérisation et d'automatisation des entreprises impliquent évidemment des changements au niveau du travail. Il sera important d'associer la numérisation et l'automatisation à des activités de formation pour que toutes et tous se sentent à l'aise dans l'utilisation de ces outils. Les mesures de soutien aux PME, dont je parlerai plus tard dans un autre segment, devraient aider les entreprises à assurer la transition au numérique et à l'automatisation chez leur personnel. Nous, ce qu'on compte faire, c'est donner une marge de manœuvre aux PME pour faire les meilleurs choix au sein de leur entreprise. Merci. Merci beaucoup. Ça clôt ce premier volet sur le développement des compétences. On va aborder le deuxième volet qui porte sur des milieux de travail sains. Bien sûr, on a parlé beaucoup dans les 2 dernières années, à juste titre, de santé psychologique, mais déjà, avant la pandémie, c'était quand même une préoccupation sociale, mais une préoccupation dans les milieux de travail. On avait certaines données qui nous disaient que le tiers des absences étaient liés à des enjeux de santé psychologique. Bien sûr, les effets, les pleins effets de la pandémie, on les mesure peut-être même pas encore au niveau de la population, donc une préoccupation que je sais, et c'est très certainement la vôtre. La modernisation de la loi sur la santé et sécurité au travail a fait un premier pas en demandant aux organisations désormais de regarder les risques psychosociaux, donc de regarder au sein de leurs organisations quels sont ces risques et comment les adresser. C'est un premier pas, mais encore faut-il aussi accompagner ces organisations pour vraiment concrètement pouvoir adresser ces risques psychosociaux-là et diminuer la détresse psychologique au sein des organisations. Donc, notre question pour vous, c'est comment votre éventuel gouvernement pourrait adresser la question de la santé psychologique de façon large, mais bien sûr, notre angle est beaucoup au niveau des milieux de travail. Comment on pourrait accompagner les organisations pour jouer pleinement leur rôle à ce niveau-là. Madame Setlacoué, je demanderais de débuter. Certainement. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur en tant que mère de 3 adolescents là, qui ont 15 ans, 17 ans et 19 ans, c'était un groupe d'âge où, pour eux, traverser la pandémie et étudier à la maison dans leur chambre, c'était très difficile. Ils s'en sortent bien. Je suis bien heureuse que tout ça soit derrière eux. Et donc, j'étais particulièrement heureuse que ce thème soit abordé hier par notre chef, Mme Dominique Anglade, qui a annoncé le programme public de psychothérapie proposé par le PLQ. Notre plateforme électorale, publiée en juin dernier, intègre de nombreuses mesures pour aider les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Notre mesure la plus ambitieuse est la création d'un programme public gratuit de psychothérapie. L'objectif est de favoriser l'accès pour tous à des soins de santé mentale de qualité. La création de ce programme est depuis longtemps demandée par les professionnels de la santé et de nombreux citoyens. Les circonstances particulières liées à la pandémie, l'isolement de personnes vulnérables,
la privation de contacts sociaux, la fragilisation des réseaux d'entraide qui impliquent les contacts physiques et la présence d'intervenants ont rendu ce programme nécessaire. Les entreprises doivent elles aussi se soucier de cet enjeu. Elles doivent en prendre conscience, c'est à leur avantage également. L'existence de ce programme permettrait aux personnes qui en ont besoin de profiter de l'aide de professionnels qualifiés. Ce programme réduirait considérablement la pression sur le système de santé actuel. En effet, on sait qu'une proportion significative de consultations médicales concerne des problèmes de santé mentale. Aussi, quand on connaît l'impact de la santé mentale sur la santé physique, on comprend qu'un tel programme favoriserait une meilleure santé physique générale, donc une réduction de la demande dans le système de santé. Pour avoir accès aux soins, les personnes aux prises avec des troubles anxieux ou dépressifs, par exemple, seraient d'abord évaluées pour ensuite être redirigées vers le psychothérapeute habilité à lui prodiguer des soins. Merci beaucoup. Monsieur Leduc. Merci. D'abord, sur la question de la santé mentale, il faut s'attaquer de plein fouet à la question des psychologues. On en a perdu tellement dans le secteur public qui sont allés dans le secteur privé. Et pour renverser la tendance, il faut faire des hausses de salaire importantes, jusqu'à 30 de hausse de salaire pour les psychologues et les attirer donc de retour dans le secteur public. Il faut élargir un peu l'offre de services également en santé mentale. On parle ici de sexologues et autres professions qui peuvent aussi avoir un rôle important à jouer. Sinon, quand on dit santé mentale à Québec solidaire, on pense toujours aussi à la qualité de vie. La qualité de vie, c'est quoi? C'est 4 semaines de vacances dans la loi sur les normes du travail. C'est 10 journées d'absence pour raison familiale payées et non 2 seulement payées sur 10 comme c'est en ce moment dans la loi. C'est 4 congés fériés supplémentaires à ceux qu'on a déjà. 10 congés de payés pour violence conjugale. Évidemment, on espère que ça n'arrive jamais, mais il faut l'offrir. On a parlé tantôt de droit à la déconnexion, on a parlé tantôt de droit au télétravail. Ça aussi, ça fait partie d'une nouvelle vision de ce que doit être la qualité de vie, passer plus de temps avec ses proches, pouvoir être capable de décompresser à la maison. Sinon, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé lire la plateforme de l'OCRHA aussi, celle de la FCCQ aussi. Vous parlez de 2 éléments intéressants, notamment l'accompagnement des patrons dans la nouvelle loi de la santé et sécurité au travail, où vous avez maintenant l'obligation de prévenir la violence conjugale sur le milieu de travail, une innovation vraiment intéressante à laquelle on adhérait sans nuance à Québec solidaire, mais c'est quand même un nouveau défi. Il faut vous accompagner. La CNSST est là pour le faire, mais c'est vrai que c'est un défi, puis vous avez raison de réclamer un accompagnement à ce sujet-là. Et sinon, vraiment un point que j'ai trouvé fascinant, c'est un audit sur les politiques d'harcèlement. Ça fait longtemps qu'on a ça au Québec, maintenant que vous devez avoir on doit avoir des politiques d'harcèlement dans les différents milieux de travail, et on n'a pas vraiment de vision ou d'état des faits si ça a vraiment progressé dans la société québécoise, et un audit public sur où on en est rendu en matière d'application, d'adaptation et d'adoption même donc de politiques d'harcèlement sur les milieux de travail, ça serait vraiment pertinent et ça redonnerait un coup de roue sur cet élément qui est fondamental si on veut protéger la santé mentale de tout le monde au Québec. Merci. Madame Jorg. Oui. Le Parti québécois veut vraiment combler les besoins en psychologues. C'est très important. On veut aussi, naturellement, que le délai soit un délai de 24 à 48 heures. Naturellement, on ne veut pas aller chercher une solution de midi à 14 heures. Il existe les CLSC. L'accessibilité aux CLSC pour les services de santé mentale, autant pour les entreprises que pour les personnes, et un accès gratuit est très important pour nous. Le système des CLSC est un système de proximité pour la population. Donc, on veut vraiment qu'ils reviennent dans ces missions de base et pour que les gens puissent avoir accès. De frapper à la porte des CLSC, c'est d'avoir un service rapide et gratuit. Pour la pénurie, justement, des psychologues, on veut justement qu'il n'y ait plus de liste d'attente. On doit combler les psychologues. Il faut aussi, naturellement, que dans le public, on puisse donner des aussi bons salaires que dans le privé. Mais c'est toujours la même chose. Il faut investir dans notre service public. Notre service public, c'est un bien commun. Et en sous-finançant le public, nous affaiblissons notre public. Et puis, par la suite, on peut dire, « Ah, le public ne fonctionne pas, on va aller investir dans le privé. » C'est le bien commun, c'est l'accessibilité à tous, c'est l'égalité et l'équité pour chaque citoyen. Merci beaucoup. Monsieur Boulay. Oui, merci. Donc, en santé mentale, évidemment, le nombre de demandes a augmenté de façon exponentielle dans les dernières années. Selon moi, il y a 2 volets
qui doivent retenir notre attention. Un, évidemment, la pénurie de personnel. Et mon collègue Christian Dubé a annoncé un vaste plan d'action en santé mentale de 1,15 milliard de dollars. Puis il y a des bourses qui peuvent aller jusqu'à 45 000 $ pour former des psychothérapeutes. Le deuxième volet, c'est la formation. Et on est tous impliqués dans ce processus-là. Je pense que les entreprises devraient avoir des plans de formation en santé psychologique. Et la loi santé-sécurité est peut-être un bel outil pour lancer cette phase de formation-là. Vous le savez, il y a eu de 2009 à 2020 à peu près une augmentation de 67 % des lésions acceptées par la CNESST qui étaient d'origine psychologique. Les troubles de stress post-traumatique sont en majeure partie responsables de ces absences-là. C'est maintenant une maladie professionnelle présumée. Il y a énormément de secteurs à prépondérance féminine qui n'étaient pas couverts par des plans de formation et des mécanismes de participation des travailleurs. Avec cette loi-là, tous les secteurs sont couverts, santé, services sociaux, éducation notamment. Donc, c'est une belle opportunité. Je pense qu'on a un défi de formation. Ce plan-là, usine, entreprise par entreprise, devrait permettre de former tous les acteurs sur les incidences des troubles de stress post-traumatique, comment on peut mettre en place des mécanismes de prévention, comment on peut faire participer les travailleurs. Moi, ça m'apparaît être un chantier extrêmement intéressant et ça s'applique, comme je le mentionnais, à 100 % des secteurs d'activité économique. Merci. Merci. Madame Messeré? Avec la pandémie et le télétravail, il y a des nouvelles règles qui sont apparues auprès de la CNESST. Dorénavant, les employeurs sont obligés d'avoir des politiques se rattachant à la santé psychologique au travail. Pour les conservateurs, la santé psychologique au travail est tout aussi important que la santé physique des travailleurs. Il faut regarder à la source des problèmes de santé psychologique au travail pour pouvoir les guérir. À titre d'exemple, bien que le télétravail comporte de nombreux avantages pour les travailleurs, ça peut aussi être une source de solitude et une source de déconnexion pour un membre de l'équipe, à savoir sur quoi ses autres collègues travaillent et se sentir exclus. Pour les conservateurs, les entreprises doivent veiller à s'assurer à ce que leurs employés se sentent en synergie avec l'équipe et se sentent inclus. Et c'est une culture d'entreprise qui va générer une santé psychologique saine au travail. Merci beaucoup. J'ai goût de vous entendre parler du travail des jeunes. Ça fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines. Puis si vous me permettez la petite anecdote, au début de l'été, j'allais souper au restaurant en famille avec mon fils qui a 12 ans. Et le gérant l'a approché, lui demander s'il y avait un travail. Puis mon fils, non, fait qu'il voulait travailler. Donc, il s'est fait offrir son premier travail à 12 ans. Je trouvais que le recrutement était plutôt mal ciblé parce que mon fils a de la misère à ramasser sa vaisselle puis la mettre dans la vaisselle chez nous. Mais bon, fait que, il a décliné gentiment, mais quand même une préoccupation qu'on vient de recruter. Mon fils n'a pas de l'air de 17 ans, là, donc très clairement une préoccupation et on l'a vu. Bien sûr, il y a le travail l'été, c'est une chose, mais la préoccupation qu'on a, c'est le travail pendant l'école. C'est pas d'aujourd'hui. Les jeunes ont toujours travaillé, mais on a l'impression que là, on leur offre plus d'heures parce qu'il y a des postes à combler et on les recrute aussi beaucoup plus jeunes. Il n'y a pas d'âge légal minimum là, pour travailler au Québec. Donc, préoccupation parce que vous connaissez probablement ces données-là. Plus ils travaillent d'heures par semaine pendant l'école, bien, plus grandes sont les chances de décrochage, notamment chez les jeunes hommes. Donc, votre éventuel gouvernement, est-ce qu'il devrait intervenir sur la question des jeunes au travail et comment on soutient la persévérance scolaire dans ce contexte-là? Monsieur Leduc. Merci. On a eu un débat sur le sujet au Salon Bleu, Jean et moi et d'autres partis, bien sûr, parce que quand les articles sont sortis il y a quelques mois, on avait presque des portraits dithyrambiques de jeunes de 11-12 ans qui servaient à la pataterie du coin. Moi, j'ai trouvé que là, on avait peut-être dépassé une certaine ligne. C'est correct que la pénurie de main-d'œuvre nous fasse réfléchir, nous fasse revoir nos modèles. C'est normal et c'est sain,
à un moment donné, il faut aussi tracer une ligne puis dire, là, ce n'est pas quelque chose qui est une bonne pratique. Le ministre nous avait répondu, ah, bien, c'est pas vrai qu'on est dans un flou d'encadrement. Il y a certaines choses qui existent. Oui, mais il y a des législatures aussi, notamment la Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas, qui disait non, on va commencer à aller un peu plus loin, on va commencer à resserrer les critères. Dans votre, toujours fait mes devoirs, comme je vous le disais tantôt, dans vos recommandations, vous parlez d'interdire aux 14 ans et moins d'aller faire des tâches dangereuses. Si je me rappelle bien, c'est à peu près ce que la Colombie-Britannique a appliqué. Moi, je trouve ça intéressant. Il faut qu'on commence à aller dans ce sens-là parce que sinon, on a un libre laisser-faire qui peut mener à des petites dérives. C'est pas la personne qui sert une patate à 11 ans, ce n'est pas un drame en soi. Mais après ça, on le sait que quand on est un peu plus jeune, on a peut-être le syndrome de Superman, rien ne va jamais nous arriver, on ne se blessera jamais. Mais il y a eu des rapports de la CNSST qui sont sortis, 200 enfants accidentés rapportés par le rapport. Puis il y en a qui disent que ça serait que la pointe de l'iceberg. Alors, c'est une blessure là, qui peut avoir des conséquences sur toute une vie. Il faut qu'on soit pas mal plus sévère, je pense, à ce sujet-là, qu'on ait une discussion pas mal plus éclairée sur les besoins en éducation, sur les impacts que ça va avoir auprès de ces jeunes-là. Qu'il y ait du travail auprès des jeunes, je ne suis pas contre ça, hein, soyons bien clairs, mais qu'on l'encadre pas mal plus sévèrement pour s'assurer qu'on n'est pas en train de générer nous-mêmes des décrocheurs et que plus tard dans leur vie, ils se ramassent à avoir un peu moins de ressources. Je m'en voudrais terminer ce bloc-là sans parler du fait qu'il y a une suite sur les rapports de la DPJ qui n'a jamais été appliquée par le gouvernement et que Québec solidaire s'engage à faire. C'est la création d'un poste de commissaire indépendant au bien-être et aux droits des enfants. Alors, c'est une genre de choses qui pourrait être fait notamment pour superviser un peu ce qui se passe dans le milieu. Merci. Merci. Madame Messeré. Le taux de décrochage a augmenté sensiblement depuis la pandémie. Et une des raisons, c'est, on peut imaginer tous, travailler, étudier à distance, ça ne convient pas aux jeunes. Si nous voulons retenir l'intérêt des jeunes sur le banc d'école, il faut garder leur attention et offrir différentes façons d'apprendre. Les cours magistraux ne conviennent pas à tout le monde. Les cours magistraux, on les a tous vécus. Parfois, ça peut être bien excitant. D'autres fois, les élèves ont envie de dormir. Il faut investir dans davantage de façons d'apprendre et d'assimiler la matière pour garder l'intérêt des élèves. Et des fois, il faut même investir dans des différents programmes. C'est pour ça que, Parti conservateur du Québec, nous proposons que dès le secondaire 3, les étudiants puissent accéder à des DEP pour continuer leur cheminement scolaire dans un milieu professionnel qui leur convient et ils pourront accéder au marché du travail plus rapidement. C'est à nous de redonner le goût aux élèves de travailler et d'apprendre, et c'est en passant par, en réfléchissant à quels sont leurs intérêts et qu'est-ce que eux autres aimeraient recevoir comme éducation. Merci beaucoup. Madame Setlacque? Oui, c'est effectivement incroyable de voir que des jeunes sont entrés sur le marché du travail à 12, 13, 14 ans. Il faut vraiment continuer la réflexion sur cet enjeu-là. Ça peut effectivement augmenter les accidents de travail, ça peut affecter négativement la persévérance et augmenter le décrochage scolaire. Donc, c'est fondamental qu'on continue la réflexion. Le Journal de Québec aurait rapporté une augmentation de 30 % du décrochage scolaire depuis la pandémie. C'est grave. L'éducation, c'est le fondement de notre société. On sait que ces dernières années ont été très difficiles pour le milieu de l'éducation. La pandémie, la fragilité de nos infrastructures, le manque de ressources humaines font que notre système d'éducation est sous pression. Dans ces conditions, la persévérance scolaire est problématique et doit être soutenue énergiquement. La persévérance scolaire est déterminante pour l'avenir de notre société, des personnes et des familles, sachant que les diplômes sont liés à la qualité de vie à l'âge adulte. Pour favoriser la persévérance scolaire, un gouvernement du Parti libéral du Québec offrira gratuitement l'accès à un projet pédagogique particulier dans les écoles publiques. Par exemple, une concentration ou un programme sport-études, jusqu'à concurrence de 5 000 $. C'est très motivant pour les jeunes. On rendrait le programme de tutorat permanent. On mettra en place un crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 500 $ pour permettre aux familles de couvrir des frais encourus pour favoriser la réussite scolaire. Par exemple, pour couvrir des frais d'orthophonie ou d'orthopédagogie lorsque ces services ne leur sont pas offerts par l'école. Grâce à ces mesures, nous augmenterons les chances de réussite de nos enfants, tout en nous assurant d'en faire des citoyens et citoyennes mieux outillés pour affronter les défis actuels.
Nous déploierons un grand chantier de mise à niveau de nos écoles primaires et secondaires qui en ont grandement besoin. Un gouvernement libéral favorisera la persévérance au niveau postsecondaire aussi par des investissements dans les infrastructures et via l'appui financier aux étudiants dans les cégeps et les universités. Merci beaucoup, Madame Jorg. Non au travail des enfants. Selon la loi, c'est 15 ans. En bas de 15 ans avec 15 heures de travail maximum, selon les capacités de l'enfant. Il est en croissance, donc on ne veut pas qu'il y ait d'accidents, etc. On veut qu'il continue d'aller à l'école et qu'il persévère à l'école. C'est important que dans nos systèmes publics d'éducation, les élèves ont le droit au service, que aussi les cégeps, les universités francophones soient mieux financés que les cégeps et les universités anglophones. C'est très important d'investir dans notre système public et de donner des services aux élèves pour qu'ils persévèrent. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il y a, en plus du seuil minimum garanti des services pour les élèves, c'est aussi d'offrir une gratuité scolaire pour les parents et les élèves qui ne pourraient pas aller dans notre service d'éducation. Au primaire, secondaire, on ne devrait pas payer de frais. Pourtant, nous payons des frais alors que ça devrait être gratuit. Donc, il faut vraiment financer, je le dis encore une autre fois, financer le système public en éducation. C'est la base. Et la persévérance scolaire aussi, c'est d'avoir des milieux sains, des écoles saines, qui ne sont pas vétustes et qui, naturellement, ne va pas exclure le système privé. Au niveau des secondaires, nous perdons au public 30 de nos élèves dans des programmes privés. Donc, nous n'avons pas ces élèves-là qui réussissent bien dans nos écoles. C'est important d'avoir une mixité dans les écoles pour que chacun s'aide et s'entraide. Et aussi, nous ne voulons pas avoir de formation à 3 vitesses, c'est-à-dire de système à 3 vitesses. Au public, que les programmes soient accessibles. Seulement de voir que les élèves ont les capacités. Par exemple, si vous allez dans un programme en anglais, en immersion de l'anglais, si vous êtes bilingue, bien, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller dans un programme d'immersion anglais. Mais si vous voulez aller, par exemple, à l'école internationale, il y a des bases, mais ce n'est pas pour exclure les élèves. Merci. Et même que les écoles pourraient être une école internationale pour tout le monde, à toutes sortes de niveaux. Donc, c'est important que notre système public soit vraiment fort. Je parlais Merci, avec Mme Jorg. Oui. Le temps s'est écoulé depuis un petit bout de temps. Monsieur Boulay. Oui. En ce qui concerne le décrochage scolaire, il faut augmenter l'accès à des services professionnels, particulièrement pour les élèves en difficulté. Donc, nous, on propose de créer une plateforme en ligne avec des contenus personnalisés. On va faire ça en collaboration avec l'Institut des troubles d'apprentissage, avec la Fédération des centres scolaires. Il faut que nos jeunes en difficulté aient l'opportunité de savoir les bénéfices de l'école et puissent bénéficier, bien sûr, d'un accompagnement qui est personnalisé. En ce qui concerne le travail des enfants, bien sûr, on n'est pas dans un vide juridique. Il y a plusieurs lois. Le problème qu'on a au Québec, c'est qu'il y a trop de lois. Dans la loi sur les normes du travail, en bas de 14 ans, tu ne peux pas travailler sans l'autorisation de tes parents. Donc, c'est sûr qu'il y a une responsabilité parentale à cet égard-là. Tu ne peux pas faire travailler un enfant durant les heures d'école, entre 23 heures et 6 heures, dans un règlement sur les mines. Tu ne peux pas faire travailler quelqu'un en bas de 18 ans dans une mine. Dans les chantiers de construction, il y a un règlement sur les comités de santé et sécurité dans les chantiers de construction. Mais ce que j'ai fait rapidement, parce qu'effectivement, on voyait que la pénurie de main-d'œuvre faisait en sorte que les employeurs faisaient travailler beaucoup d'enfants, on a mis en place une escouade à la CNESST. On s'est déplacé dans tous les secteurs, restauration, hôtellerie, hébergement et commerce de détail, où il y a beaucoup d'enfants, pour faire de la prévention, organiser des ateliers, pour faire comprendre l'impact. Mais il y a des enfants qui, dans certains secteurs, peuvent travailler sans aucun risque, et c'est ça qui m'apparaît véritablement la clé, le niveau de risque. Il ne faut pas laisser travailler les enfants si ça peut affecter leur développement social et moral. J'en parle beaucoup avec ma collègue libérale Marois Rizki,
Et moi, je n'exclus pas, après les consultations du Comité consultatif Travail et main-d'œuvre et autres comme les CRHA, de faire une loi pour mieux encadrer, pour rassembler l'ensemble des dispositions éparpillées un peu partout. Merci. Merci beaucoup. Alors, on passe au troisième bloc, le bloc sur la main-d'œuvre éloignée du marché du travail, donc un bloc hautement important pour la communauté d'affaires, pour les employeurs, le réseau de chambres de commerce aussi. Pourquoi? Parce qu'on a un taux de chômage de 4,5 %, on a plus de 270 000 postes vacants et on pense que le contexte est hyper favorable pour rapprocher plusieurs populations traditionnellement éloignées du marché du travail. Alors oui, évidemment, les travailleurs expérimentés, les membres de plusieurs communautés autochtones, les jeunes adultes qui ne sont pas ni aux études, ni en emploi, ni en formation, les personnes en situation de handicap, et j'en passe. Alors, je vous amène dans un premier temps sur un sujet qui personnellement m'est cher, la question des travailleurs expérimentés. Alors, il y a plusieurs options qui sont possibles pour ramener des gens sur le marché du travail, que ce soit 1, 2, 3 journées par semaine. Alors, quelles sont les actions concrètes de votre formation politique à cet effet-là, M. Boulay? Bon, les actions concrètes, on en a mis en place, évidemment, avec la collaboration de la Commission des partenaires du marché du travail, des initiatives pour permettre d'aider financièrement et d'aider par la voie d'organismes en employabilité ou des conseillers en entreprise qui sont dans le MTES. Il faut, pour les travailleurs expérimentés, resensibiliser constamment à l'importance que les entreprises devraient attribuer à ces travailleurs-là. Puis ça passe souvent par du temps partiel, de la flexibilité, des programmes de mentorat, des vacances. Il faut les attirer. Il faut aussi s'assurer d'avoir un plan de rétention des travailleurs expérimentés. Les 60-69 ans, si on avait le même taux d'emploi qu'en Ontario, on en aurait des dizaines de milliers de plus dans le marché. Le taux s'est amélioré, mais il y a aussi les incitatifs fiscaux. Puis bon, la chaire de fiscalité et de finances publiques de l'Université de Sherbrooke réfère souvent à des mesures fiscales. On a bonifié le crédit d'impôt pour prolongation de carrière qui s'applique dorénavant pour les 60-64 ans. Nous verrons à bonifier, le cas échéant, le crédit pour les 60 à 69 ans. Il y a aussi la possibilité, si tu reviens au travail à compter de 65 ans, de décider de ne pas cotiser à la Régie des rentes du Québec. Et ça peut représenter un nouveau montant additionnel dans ton portefeuille qui va aller, si tu gagnes 64 000, jusqu'à l'équivalent de 3 000 $. Si tu gagnes 28 000, c'est à peu près 1 500 $. Donc, cette possibilité-là qui va être offerte aux travailleurs expérimentés va être un grand bénéfice, va être un nouvel incitatif fiscal qui va permettre aux entreprises d'attirer plus de travailleurs expérimentés. Merci. Merci. Madame Setlakwe. On manque cruellement de main-d'œuvre en région. Pour pallier ce manque, on veut impliquer les travailleurs expérimentés, investir dans la formation et inciter l'immigration dans les secteurs en demande. Pour ce qui est des travailleurs expérimentés, on sait que souvent, ils désirent rester ou réintégrer le marché du travail, mais ils sont découragés par les gains réduits liés à l'emploi. Dans notre stratégie de la main-d'œuvre, les mesures financières concrètes vont permettre aux travailleurs expérimentés de maximiser le rendement de leur effort. D'abord, nous implanterons un congé de cotisation au régime de rente du Québec pour les 62 ans et plus. Aussi, nous allons doubler l'exemption d'impôt pour les personnes de 65 ans et plus pour la faire passer de 15 000 à 30 000. Ces mesures devraient permettre de rétablir un certain équilibre entre l'investissement associé au travail et le rendement chez les travailleurs expérimentés. Il y a un double avantage ici. Les entreprises sont heureuses de les revoir et pour eux, les travailleurs expérimentés reviennent sur le marché du travail, rencontrent des gens, contribuent à la société et bénéficient de mesures fiscales. Par ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement la question de la main-d'œuvre éloignée, notre plan favorise le développement de pôles d'enseignement supérieur en région. C'est nécessaire non seulement pour assurer un meilleur équilibre du bassin de main-d'œuvre partout au Québec, mais aussi pour soutenir la vitalité de nos régions. Il faut donner aux cégeps la souplesse dont ils ont besoin pour développer des offres de cours qui leur sont propres, notamment en soutenant la mise en place de programmes exclusifs à l'extérieur des grands centres.
Notre plan d'électrification et de transition énergétique, le projet ECO, implique particulièrement la main-d'œuvre éloignée. La réalisation du projet nécessitera de la main-d'œuvre technique et professionnelle spécialisée. Il est prévu de travailler avec les secteurs de tous les niveaux, formation professionnelle, formation collégiale et formation universitaire pour identifier les domaines pertinents pour la réalisation de notre projet. Merci. Madame Messoré. Nous croyons au Parti conservateur que c'est important d'avoir des travailleurs expérimentés dans nos organisations. Et les jeunes retraités représentent un bel groupe pour combler à ce besoin. Ils peuvent être des mentors pour les plus jeunes, transmettre leur savoir et aussi leur culture de rigueur et de travail fort pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Nous voulons encourager cette tranche d'âge de demeurer sur le marché du travail et pour cette raison, nous proposons une augmentation du crédit d'impôt actuel, la seule fois où je parlerai de fiscalité, M. Boulay, à 3 000 pour ceux âgés de 60 à 64 ans et de 5 000 pour les 64 ans et plus, pour contrebalancer l'effet qu'ils sont très imposés à leur âge quand ils sont sur le marché du travail. Monsieur Leduc. Oui. Moi, je trouve que la question des personnes expérimentées, des travailleurs-travailleuses expérimentés est super intéressante. Je trouve que les mesures qui sont mises de l'avant en matière de crédit d'impôt sont intéressantes aussi. J'ai hâte de voir si elles fonctionnent, hein, parce qu'elles sont appliquées. J'ai hâte de voir si, en effet, ça fonctionne. Je mets juste un petit bémol, une petite nuance. C'est que quand on arrive à la retraite, là, on a fait 30, 35, 40 ans de travail, je ne voudrais pas que socialement, on soit en train de dire aux personnes expérimentées que vous devez rester au travail, qu'ils se sentent contraints un peu de rester au travail, sinon ils laissent tomber leur entreprise ou ils laissent tomber leurs collègues. Je voudrais qu'on essaie d'éviter socialement ce glissement-là que je vois poindre à l'horizon. Cette chose étant dite, auprès des travailleurs expérimentés, il y a différentes approches qui sont possibles. Je pense qu'on s'est un peu aussi enfarger les pieds dans les fleurs du tapis quand on a fait la réforme de la santé et sécurité au travail. Il y a eu quand même certains reculs pour les travailleurs expérimentés dans ce domaine-là qu'on a tenté de combattre, qu'on a tenté de mitiger. J'étais sur la commission du projet de loi 59 de la réforme de la santé et sécurité et on n'est pas sorti indemne, les travailleurs expérimentés, de cette expérience-là. Aussi, autre aspect que je trouve important, l'équité salariale. Combien de milieux de travail où il y a des femmes qui travaillent depuis longtemps, depuis toute une carrière, se retrouvent encore aujourd'hui à devoir réclamer leur équité salariale, à devoir se battre, à monter jusqu'en Cour suprême 2 fois. Hein, la première fois qu'il a réussi à faire un projet de loi qu'on a traité en début de mandat, le gouvernement était forcé de faire un projet de loi, et c'est reparti. La cabale est repartie parce que le projet de loi n'a pas répondu à la demande de la Cour suprême, et on est reparti. C'est des femmes qui vont probablement finir leur carrière sans avoir eu le résultat de cette équité salariale-là. Moi, je trouve ça regrettable et ce n'est pas un incitatif très intéressant pour les femmes dans les domaines à prédominance féminine pour rester plus longtemps. Donc, soyons vigilants, essayons des différentes mesures, monitorons-les rapidement, voyons si elles fonctionnent et assurons-nous qu'il n'y ait pas de glissement où on sente que les personnes doivent être forcées de rester au-delà de ce que leur corps et de leur esprit leur demandent de faire. Merci. Madame Jorg. Oui. Ne faisons pas d'agisme. On a besoin de tous nos employés de tous les âges et les personnes qui sont en pré-retraite, il faut y penser aussi. Il faut les garder en entreprise dans le mentorat, par exemple. Et vous parliez des femmes, je trouve ça très intéressant. On est le seul parti qui veut mettre un ministère du statut de la femme. Justement, ce ministère-là aurait un budget du pouvoir et serait transversal parce que si on parle de santé, si on parle d'économie, si on parle d'éducation, on serait obligé de parler avec le ministère du statut de la femme. Donc, enfin, les femmes auraient un pouvoir et un budget au niveau des ministères. Donc, je crois que plein de problématiques seraient réglées et on serait obligé de regarder justement, de ne pas appauvrir les femmes, de respecter leurs droits. Nous avons même pensé à faire des congés, par exemple, par rapport à ceux qui vivent de la violence conjugale, de pouvoir revenir, mais après peut-être une dizaine de jours, parce qu'on doit aller chercher un logement, etc., replacer peut-être les enfants à l'école. Pour les personnes, les travailleurs expérimentés, naturellement, à la pré-retraite, peut-être voudront-ils rester et passer leur savoir, et à la retraite,
qu'ils reviennent, mais sans pénalité au niveau des pensions de vieillesse, au niveau de pension, de régime de pension qu'ils reçoivent. Ils reviennent et effectivement, avec une flexibilité, ils ont travaillé pendant longtemps, qu'ils aiment mieux venir justement en temps partiel. Certains, hein, on dit la retraite, ce n'est pas la retraite. La retraite, ce n'est pas de terminer de travailler, de ne plus rien faire, mais c'est de choisir et de faire ses choix pour les projets qu'on veut faire. Souvent, ils font beaucoup de bénévolat aussi, mais aussi, ils veulent revenir en entreprise, à temps partiel, dans des projets qu'ils auront choisis. Et on sait que nos retraités sont des jeunes retraités en bonne santé, qui veulent encore contribuer à la société. Et on les veut parce qu'ils sont notre mémoire. Merci. On va poursuivre avec vous, Mme Jorg, mais pour un autre bassin qui sont encore sous-représentés dans les milieux de travail, les Autochtones. Bien sûr, on peut faire mention de tous les efforts que les entreprises peuvent faire. Et bien sûr, ça fait partie de l'équation, mais j'aimerais vous entendre, chacun d'entre vous, sur comment votre futur gouvernement pourrait soutenir cet appel à cette communauté forte et grandissante. Le Parti québécois, justement, nous sommes les fondateurs, c'est-à-dire sont les fondateurs ici au Québec, sont les premiers habitants. Donc, on veut rétablir ce lien. Les Amérindiens sont comme invisibles, les Autochtones. Nous ne voulons plus qu'ils soient invisibles. Ils font partie à part entière de la société québécoise et même ils étaient là avant nous. Donc, nous voulons affirmer ce statut-là pour les Autochtones, premièrement. Deuxièmement, il y a toujours une exclusion systémique. Hein? Il faut vraiment les intégrer. On peut parler aussi de toutes les personnes qui sont exclues. Les femmes sont exclues dans beaucoup de choses, les Autochtones, les minorités visibles, etc. Donc, cette exclusion-là, le Parti québécois veut tous les Québécois, de toute origine, ont une égalité des chances et ne seront pas exclus de la société québécoise. Donc, les Autochtones, nous devons vraiment les mettre à part entière. Ce sont des Québécois, mais des Autochtones, ce sont les premiers arrivants. Beaucoup de programmes seront faits en ce sens. On parle toujours de discrimination positive, mais on doit le faire à plein niveau jusqu'à temps que, justement, les Autochtones soient intégrés dans toutes les sphères du pouvoir, de l'emploi, en éducation. Là aussi, au niveau des Autochtones, il faut vraiment aller dans les systèmes d'éducation. Ils ont une autodétermination, mais il faut qu'ils aient aussi les moyens de cette autodétermination. Il faut leur donner des budgets, du pouvoir, du respect, de la reconnaissance. Et le Parti québécois veut le faire. Et je pense que ce gouvernement-là est un gouvernement juste et équitable. On fait une nouvelle politique au Parti québécois. On n'est pas dans la partisanerie, on n'est pas dans la lutte au pouvoir. On est vraiment au service de nos citoyens, avec nos valeurs et nos compétences. Merci beaucoup. Monsieur Leduc. J'ai, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, écouté le débat des chefs de TVA la semaine dernière. J'ai été sidéré par les propos du premier ministre par rapport à ce qui s'est passé et la situation qui continue d'avoir lieu à l'hôpital de Joliette, où d'abord il y a la question du racisme systémique, que le gouvernement se refuse de même prononcer le nom, alors que ça fait mal à personne de dire le mot racisme systémique. Ce qui fait mal, par contre, c'est le système de racisme systémique dans lequel évoluent nos amis des différents peuples autochtones. Non, la situation n'est pas réglée à Joliette et surtout, non, les Atikamekw ne veulent pas régler la situation. Je trouve que c'est vraiment aberrant comme propos et je trouve ça regrettable. Maintenant, concentrons-nous sur le positif. À Québec solidaire, on veut solidifier notre relation avec les Premières Nations et c'est pourquoi, dans les 100 premiers jours d'un gouvernement solidaire, on va organiser un grand sommet avec les différentes nations et les élus de l'Assemblée nationale pour tout de suite asseoir cette relation-là et trouver des nouveaux partenariats. Qui dit pénurie de main-d'œuvre, qui dit nation autochtone, dit question du droit au logement, hein, du problème de logement. On a jusqu'à 20 des Autochtones qui vivent dans un logement qui nécessite des réparations majeures au Québec. C'est énorme. Sinon, la question de la relance économique et de l'apport des nations autochtones est intéressante. Il y avait un gros rapport de BMO qui est sorti il y a quelques années qui traitait de la question. La QNPL avait fait de nombreuses déclarations pour dire on est prêt, on a envie de participer, il y a de la place
soit chez nous dans les communautés ou dans les endroits avoisinants pour construire des entreprises, construire des usines, nous faire travailler. Ils ont la main tendue, ils sont prêts à travailler, ils sont prêts et prêtes à travailler. Il ne reste qu'à nous, comme gouvernement, à un peu lancer, si on veut, l'opération auprès des différentes entreprises du Québec pour trouver le bon endroit qui pourrait convenir à tout le monde. Rappelons-nous d'une statistique qui est fascinante. La moyenne d'âge dans les communautés autochtones au Québec est de 30 ans. C'est extrêmement bas par rapport à la moyenne d'âge québécoise plus large. Alors, il y a là une opportunité à saisir qui ferait du bien à tout le monde et sur laquelle on veut travailler. Merci. Madame Messaret. Au Parti conservateur du Québec, nous voulons encourager l'entrepreneuriat dans le domaine des ressources naturelles. Nous voulons exploiter les ressources naturelles au Québec de la façon la plus éco-responsable possible pour créer de la richesse locale ici pour des entreprises québécoises. Où sont ces ressources naturelles? Ils se retrouvent plutôt dans le nord du pays, par exemple au Saguenay, et nous voulons collaborer avec les Autochtones sur ces projets, travailler avec eux et valoriser leur contribution dans le cadre des nouvelles entreprises qui vont être créées pour l'exploitation des ressources. Merci beaucoup. Madame Settlalquin. Merci. Donc oui, les personnes des communautés autochtones peuvent faire partie de la solution du problème de la pénurie de main-d'œuvre. Il est impératif de faire la promotion des ressources qui appuient la participation des Autochtones au marché du travail. Il faut un arrimage optimal entre les besoins et la participation des Autochtones au marché du travail. Pour ce faire, il faut que les ressources favorisent cet arrimage et qu'elles soient connues et accessibles. Rappelons-nous que le tout doit se faire dans le respect que l'on doit à une autre nation. On veut travailler en partenariat avec eux pour qu'ils nous disent quels sont leurs besoins, au cas par cas. Il faut faire des ententes nation à nation pour arriver à l'autodétermination des peuples. Ils peuvent prendre des décisions pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Je rebondis sur les propos de M. Leduc. Effectivement, au sein des communautés autochtones, la moyenne d'âge est basse. Il y a énormément de jeunes de 30-35 ans. Il faut collaborer avec eux pour qu'ils puissent se loger, travailler et être autosuffisants. Et finalement, rappelons-nous qu'il y a 11 nations autochtones au Québec. Elles ont toutes leurs spécificités et on veut les respecter. Donc, on ne doit pas tous les mettre dans le même bateau et respecter leurs spécificités et y aller au cas par cas. Voilà. Merci beaucoup, M. Boulay. La communauté des Premières Nations et des Inuits, ils sont véritablement sous-représentés. Je me souviens, le recensement de 2016, leur taux de chômage était à 14,7 % alors que c'était 7,1 % au Québec globalement. Dans 2 jours, on aura des données récentes sur le recensement qui a été fait en 2021, mais c'est manifestement un potentiel humain extraordinaire. Il y a des régions où il y a 25-30 % de la main-d'œuvre disponible qui est issue des Premières Nations. Et on a mis en place un plan d'intégration, puis ça, c'est une mesure qui m'apparaît concrète, qui permet d'aider financièrement les entreprises qui embauchent des Autochtones en obtenant le remboursement jusqu'à 80 % du salaire brut. On a aussi travaillé, puis je l'ai annoncé récemment, avec la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations. On a créé 15 agents de liaison et 2 postes de coordonnateurs parce que ça prend souvent une ressource pour aider le maillage entre les gens issus des Premières Nations et Inuits et les entreprises. Souvent, on se targue de ne pas avoir de préjugés, mais j'ai trop souvent rencontré des employeurs qui se refusaient d'embaucher trop de personnes issues des Premières Nations. Et on travaille aussi à un plan d'action, une stratégie d'intégration professionnelle des Premières Nations. C'est véritablement un enjeu important. Tous les potentiels humains, on a exploité ce potentiel-là pour s'assurer que le taux de chômage soit le plus bas possible. Merci. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 2 questions à ce débat. Et là, resservez-vous du café, on va parler d'immigration. Alors, un sujet important, un sujet qui est politisé dans tous les systèmes politiques. C'est un peu la nature de la chose. Le sujet est exacerbé ici par la question de la pénurie de main-d'œuvre, évidemment, actuellement. Toutes les formations politiques ici ce matin ont contribué au débat en proposant des seuils ou des plafonds d'immigration.
Probablement compte tenu de votre vision politique, mais aussi de votre définition de la capacité d'intégration, la fameuse capacité d'intégration au Québec. Alors, ma question est toute simple et complexe à la fois. Pourquoi votre proposition est la meilleure pour les Québécois et le développement économique du Québec? Alors, Madame Messori. L'immigration est parmi les solutions pour la pénurie de main-d'œuvre. Un des problèmes se pose. Les candidats très qualifiés des autres pays viennent ici au Québec et leurs diplômes ne sont pas reconnus. Le Parti conservateur du Québec sommes d'avis que les immigrants, leurs compétences devraient être reconnues beaucoup plus rapidement que ce l'est présentement pour qu'ils puissent entrer sur le marché du travail et voir leurs compétences mises en valeur à la contribution à la société. Pour ce faire, nous sommes aussi d'avis que ça prend une francisation. Le français est la langue principale utilisée au Québec. Alors, nous proposons un système de francisation à guichet unique pour tous les immigrants. Nous voulons que l'immigration se fait dans le plus grand respect des autres cultures et que les immigrants qui viennent ici puissent s'introduire facilement dans nos façons de faire au Québec. Alors, nous voulons une affirmation quand les personnes immigrent ici qui comprennent les cultures québécoises d'ici et qui sont d'accord à venir se joindre à nous et nos façons de faire. Merci. Monsieur Boulay. Oui, merci. Je vais essayer de faire d'un dossier complexe un propos qui est simple. L'immigration, évidemment, c'est un atout. C'est des ressources que nous avons besoin en contexte de pénurie de main-d'œuvre. On a en même temps deux défis à relever au Québec, un défi de langue et un défi économique, évidemment, en raison de ce manque de main-d'œuvre-là. Je pense que ça passe par la régionalisation et la francisation. D'abord, la régionalisation, on a mis en place un plan d'accueil et d'intégration. On a créé 9 directions régionales. C'est peu connu au Québec. On a près de 200 conseillers en intégration, des agents d'aide à l'emploi qui sont disséminés partout sur le territoire du Québec. On a mis en place aussi un plan d'appui aux collectivités parce que des fois, je me fais dire, on ne peut pas faire ça dans le vide. Il faut travailler avec les acteurs locaux. On a créé et fait des ententes avec des villes, des municipalités, des MRC, des organismes communautaires, des OBNL et des coopératives. Ils font des activités de sensibilisation, ils font de l'accueil et de l'intégration. La capacité d'intégration, si on veut résumer ça, c'est les jobs, c'est la langue, c'est la surqualification ou la qualification, c'est les services de santé, puis c'est le logement. À cet égard-là, je suis fier de dire qu'au mois d'août, on a 146 000 personnes immigrantes en emploi de plus qu'en 2018. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un défi encore. Le taux de chômage était de 13,2 % chez les personnes immigrantes en 2021. Il est à 6,8 % au mois d'août et 8 % pour les personnes immigrantes arrivées depuis moins de 5 ans. Donc, il faut continuer à améliorer cette capacité d'intégration, améliorer, puis il s'est amélioré de 2 % le taux d'emploi, baisser le taux de chômage, et on en accueillera en fonction de cette capacité-là. Et les ententes qu'on a faites pour les travailleurs étrangers temporaires sont une autre illustration de notre volonté de favoriser leur accès dans notre marché. Merci. Merci, Mme Jorg. Est importante, mais il faut avoir un seuil d'immigration pour bien accueillir les immigrants et naturellement qu'ils aient aussi des emplois de qualité, pas seulement des emplois saisonniers. Et c'est très important aussi d'avoir qu'ils aient du logement, qu'ils aient des services de santé lorsqu'ils arrivent au Québec. Donc, nous, au Parti québécois, nous pensons qu'entre 35 000 personnes de l'immigration pourraient venir combler des besoins en emploi, mais on le sait, c'est une des solutions, l'immigration, pour les besoins en emploi. On en a parlé bien avant. Il y a d'autres solutions aussi. L'immigration aussi, c'est de franciser les immigrants qui viennent ici, leur favoriser justement l'accès à la francisation et aider les entreprises, surtout les PME, qui n'ont pas toujours les moyens
d'avoir des services de francisation aussi en entreprise qui soient faciles, accessibles, gratuits. L'immigration aussi, c'est important de reconnaître la qualification des travailleurs qui viennent de d'autres pays et qui ont des qualifications. De les reconnaître et de favoriser l'accessibilité à cette immigration. L'autre chose qui est importante pour nous au Parti québécois, nous favorisons une immigration francophone. Et c'est important pour nous. Les pays francophones, il y en a partout dans le monde. La francophonie est une vaste communauté mondiale et nous voulons favoriser une immigration francophone qui sera déjà formée en français, qui sera déjà de langue française. Mais pour les autres, parce que nous avons des secteurs de technologie, des secteurs de pointe, si nous ne trouvons pas des francophones qui sont dans ces secteurs de pointe-là, bien, nous serons là pour les accueillir et les franciser. Merci. Monsieur Leduc. L'autre jour, Gabriel Nadeau-Dubois revenait d'une tournée dans l'Est du Québec, notamment dans la Gaspésie. Il me racontait que c'est arrivé à plusieurs fois qu'il parlait à des gens qui disaient on avait un poste à pourvoir, que ce soit dans le public ou dans le privé, là, et on avait trouvé quelqu'un qui venait d'une autre région et on n'a pas été capable de l'amener dans les faits parce qu'il n'y avait pas de logement. Parce qu'il n'y avait pas de logement à cause de Airbnb, à cause des flips, à cause, bon, vous connaissez la chanson du crise du logement, là, mais ce n'est pas un gouvernement actuellement en fonction qui a pris au sérieux la crise du logement et ça a des conséquences en matière de pénurie de main-d'œuvre. Et si on veut réussir la régionalisation de l'immigration, il y a plusieurs choses qu'on doit faire, notamment s'adresser sérieusement et régler la crise du logement. L'autre enjeu sur lequel je veux passer un peu de temps, c'est la question donc de l'accueil. Parce qu'il y avait un modèle qui existait dans les années 90 qui avait malheureusement été aboli par le Parti québécois à l'époque, qui était les COFI. C'était des espèces de centres d'accueil en immigration. Un modèle qu'on veut reprendre, renouveler. On les appellerait les carrefours d'accueil en immigration, qui auraient la mission, évidemment, d'être le guichet unique et de vraiment faire le maillage personne par personne sur leurs compétences, leurs besoins, éventuellement de formation et compagnie, mais surtout la régionalisation de cette immigration-là. Parce que, et ça je regrette de l'avoir entendu récemment, c'est pas vrai que d'avoir trop de personnes immigrantes au Québec va empirer la crise du logement. C'est pas une équation qui est juste. Crise du logement, il y a, mais il faut la régler pour nous permettre d'accueillir les immigrants et les immigrantes dont on a besoin dans nos entreprises, dans nos régions. Alors, un outil comme un carrefour d'accueil d'immigration serait certainement un outil important. Il y a un autre levier que l'État possède, c'est celui de l'embauche dans sa fonction publique. On a des taux de sous-représentation des personnes immigrantes, des personnes racisées dans la fonction publique québécoise. Et pour ce faire, à Québec solidaire, on propose d'aller mettre des taux d'embauche plus élevés temporairement que leur représentation dans la société québécoise pour rattraper le temps perdu. Et une fois qu'on aura atteint les seuils comparables, on pourra revenir à un taux d'embauche similaire à leur représentativité dans la société québécoise. Merci. Madame Sette-Lacoué. À mon tour. Donc, en général, on veut favoriser une immigration en phase avec nos besoins dans l'économie et sur le marché du travail. Les travailleurs qualifiés pour répondre aux missions de l'État, par exemple en santé et en éducation, et aux besoins des secteurs économiques les plus en demande seront priorisés. Dans notre stratégie de la main-d'œuvre, nous souhaitons s'assurer de soutenir une immigration qui contribue à pourvoir les postes vacants dans les régions et les secteurs les plus touchés et accélérer la reconnaissance des diplômes des travailleurs qui proviennent d'une autre province ou d'un autre pays. Il est important d'attirer la main-d'œuvre en régions éloignées. Nous, on veut régionaliser l'immigration avec notre charte des régions. Ce qui nous guide, on veut que les régions nous disent comment on peut combler leurs besoins au niveau du nombre d'immigrants qu'ils peuvent accueillir, de la francisation et de la reconnaissance des diplômes. Et j'ajouterais, pour rebondir encore une fois sur les propos de M. Leduc, au niveau des logements aussi, c'est une problématique. Donc, ce n'est pas quelqu'un dans un bureau à Québec qui va nous dire quels sont leurs besoins, ce sont les régions elles-mêmes. L'immigration est également liée à deux réalités de plus en plus présentes. Premièrement, nous accueillons de plus en plus d'étudiants étrangers au Québec. Par exemple, à l'Université de Montréal, dans ma circonscription, elle accueille annuellement autour de 10 000 étudiants étrangers par année. Une deuxième réalité est la présence croissante des travailleurs étrangers temporaires qui viennent aider à des activités saisonnières. L'intégration de personnes immigrantes est facilitée par les années d'études au Québec ou par les séjours liés au travail temporaire.
Dans le domaine académique, nous voulons faciliter l'intégration des étudiants étrangers dans les domaines en demande en facilitant l'obtention du certificat de sélection du Québec. De plus, en coordination avec les régions qui détermineront elles-mêmes leurs besoins, la pondération des critères pour l'émission du certificat de sélection sera révisée pour faciliter l'immigration régionale. Donc, essentiellement, en terminant, il faut pour les étudiants et étrangers ainsi que les travailleurs temporaires étrangers accélérer le traitement des dossiers pour qu'on puisse avoir accès à cette main-d'œuvre et ces étudiants dont nous avons grandement besoin. Merci. Merci beaucoup. Le dernier volet de notre rencontre ce matin ne comporte qu'une question, mais une question qui, vous comprendrez, est importante pour nous, notamment à l'Ordre. Notre économie est principalement composée de PME. On le sait, 96 je ne sais pas si c'est le chiffre exact, là, mais souvent 90 des emplois sont dans ces petites organisations-là qui ont très peu souvent des ressources, une expertise RH à l'interne ou font affaire parfois à l'externe. On rencontre plein de dirigeants, gestionnaires d'organisations. Tout le monde nous dit que leur préoccupation numéro 1, bien sûr, c'est attirer et fidéliser les gens. C'est des enjeux d'RH et sur toutes les lèvres. Puis collectivement, on essaie de faire plein de choses pour accompagner ces PME-là. J'aimerais vous entendre sur concrètement votre gouvernement, quel type de mesures mettre en place pour accompagner ces organisations-là. Puis je me permets, mon propos souvent, c'est il y a soutenir par des guides, par de l'information puis de la formation. Puis ça, on n'est pas pire à le faire. On le fait plusieurs d'entre nous. On fait ce genre de guide de formation, c'est super. Mais ce qui manque dans les PME, c'est de l'accompagnement, c'est des ressources. Alors, quelles initiatives votre gouvernement mettra en place pour soutenir les organisations dans ce défi très important de ressources humaines? Madame Setlakwe. Oui, donc les PME ont des besoins en ressources humaines et ce sont les PME elles-mêmes qui sont les mieux placées pour identifier ces besoins. Une fois les besoins identifiés, les investissements appropriés pourront être faits si les PME peuvent s'appuyer sur une bonne solidité financière. Au Parti libéral, on veut justement s'assurer que les entreprises aient la latitude et la solidité permettant d'investir dans leurs ressources humaines. C'est particulièrement important actuellement parce qu'on sait que la pandémie, la hausse de l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre ont eu des impacts financiers non négligeables sur nos entreprises, particulièrement sur les PME. Donc, j'arrive aux mesures. Nous avons prévu de nombreuses mesures pour soutenir nos entreprises dans cette période post-pandémie. D'abord, nous prévoyons un allongement de la période de remboursement des prêts accordés aux entreprises durant la pandémie. Les aides financières mises en place par le gouvernement du Québec durant la pandémie doivent actuellement être remboursées sur une période de 3 ans. Compte tenu des difficultés actuelles, de la hausse de l'inflation et des coûts de production, nous proposons de prévoir plus de flexibilité pour le remboursement des prêts accordés dans le cadre de ces programmes d'aide. Automatiquement, ce délai passerait de 3 à 5 ans et un délai plus long pourrait être accordé aux entreprises qui le demandent et qui le justifient en fonction du secteur d'activité dans lequel elles évoluent, de la région où elles se trouvent et de leur taille. On veut réduire la pression des taxes sur la masse salariale des PME en réduisant les taux de cotisation au Fonds des services de santé. Mieux soutenir la recherche et développement en rendant les crédits d'impôt plus efficaces. Réduire le fardeau administratif des entreprises avec une loi sur l'allègement réglementaire. Cette loi se base sur le principe du 1 pour 1 comme objectif de réduction du fardeau des entreprises. Selon ce principe, chaque nouvelle formalité administrative doit, au même moment, être accompagnée de l'abolition d'une autre formalité administrative existante dont le coût pour les entreprises est équivalent. Donc, l'ensemble de ces mesures permettra aux PME d'avoir la solidité financière et la latitude pour investir dans le recrutement et la gestion des ressources humaines. Merci. Monsieur Leduc. De centraliser des achats d'organismes publics. C'était sur papier une bonne idée, mais dans les faits, dans plusieurs régions, les PME en ont souffert. Ma collègue Émilie Lessard-Terrien, la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, en parlait souvent au Salon Bleu. Cette politique de centralisation-là a vidé beaucoup de contrats dans les poches des PME, notamment dans les régions, et c'est quelque chose qu'on veut changer pour mettre en place une politique nationale d'approvisionnement local qui se déclinerait sur différents volets, dont 2, par exemple, remplacer 40 des achats faits hors Québec par les institutions et les ministères par des achats locaux d'ici 4 ans, et aussi remplir à 70 d'aliments locaux
les assiettes des différentes institutions publiques. Je pense ici au CPE, au CHSLD, aux hôpitaux, aux écoles. Donc, avoir une consommation alimentaire locale par une politique donc gouvernementale qui mettrait cette cible à 70 % pour être appliquée rapidement. L'autre aspect dont je veux parler, qui va peut-être vous surprendre, moi, je pense que ce qui pourrait aider les PME, c'est le salaire minimum à 18 $ de l'heure. Je vous explique pourquoi. À Québec solidaire, on propose cette mesure-là, bien sûr, pour relever beaucoup de gens, les sortir de la pauvreté, parce que chaque dollar supplémentaire gagné par rapport au salaire minimum est réinvesti directement dans la communauté, au restaurant du coin, au cinéma, au magasin de linge, etc. Donc, c'est de l'argent qui reste. Ça ne va pas dans les paradis fiscaux, ça ne va pas dans un REER, réinvesti directement dans la communauté locale. Mais on comprend que ça peut être un choc de passer de 14,25 à 18 $ de l'heure. C'est pourquoi on propose un fonds de transition de 380 millions pour aider les PME à vivre cette transition-là. Puis, combien de fois j'ai vu dans mon aller-retour Québec-Montréal pendant les dernières années, les derniers mois, des affiches de recrutement, notamment McDonald's, qui disait « Ici, on vous paye 17 $ de l'heure ». J'avais même tweeté à mon ami Jean Boulay pour dire « Regarde, Jean, McDo est moins cheap que toi sur le salaire minimum ». Pas la personne de Jean Boulay, bien sûr, mais son ministère. Tout ça pour vous dire que des multinationales comme McDonald's peuvent se permettre de faire ça, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la pataterie au coin de la rue Ontario et Bourbonnière dans Hochelaga-Maisonneuve. Tandis que si on met un plancher à 18 $ de l'heure, si ça devient la norme pour tout le monde et qu'on met un fonds de transition pour les PME, là, on nivelle un peu le marché et on donne une chance aux plus petites PME de rivaliser avec les multinationales. Merci. Merci. Madame Jorg. La région est très importante et Montréal est très important. On aimerait au Parti québécois justement faire une synergie entre les régions et Montréal. Montréal qui est la grande ville francophone en Amérique. Cette décentralisation-là des pouvoirs serait donnée au local, à ces régions-là. Moi, je viens de la région. Je suis venue à Montréal pour étudier. Je suis au doctorat en anthropologie présentement, mais je suis venue comme beaucoup de personnes, je suis un exode rural. En région, on n'a pas d'emploi, on a de la difficulté à avoir une éducation dans nos villages ou dans nos petites villes. Donc, la région est très importante. Et cette synergie-là, on doit la faire et on doit donner le pouvoir aux régions. C'est la première chose. Donc, les PME, on sait au Québec, et nos jeunes aussi, sont des entrepreneurs. Donc, il faut vraiment favoriser les petites PME. Le gouvernement du Parti québécois, premièrement, généraliserait la règle du « une fois pour toutes ». C'est-à-dire que ça signifie qu'une entreprise n'aurait pas à fournir ces informations une seule fois. C'est fini après, hein, parce que la paperasse, ça prend du temps, on perd de l'argent et de l'énergie. Deuxièmement, on voudrait aussi donner le droit à l'erreur aux petites entreprises qui font des erreurs de bonne foi. Donc, on leur donnerait une seconde chance. Ils n'ont pas toujours tout le personnel qu'il faut et la formation. On voudrait faire de l'allègement réglementaire, naturellement, une règle pour les petites entreprises. On voudrait abolir aussi les barrières fiscales qui compliquent le rachat d'une entreprise par les enfants ou les employés. Hein? On aimerait ça que les entreprises familiales continuent au Québec. Et ça, c'est une barrière. On veut l'enlever. Donner aussi le droit à la déduction des petites entreprises et au crédit d'impôt pour la pénurie de la main-d'œuvre aux PME qui cumulent moins de 5 500 heures de salaire par année. On veut aussi mettre en œuvre des mesures d'aide financières pour le démarrage d'entreprises, puis accélérer les investissements pour les entreprises, surtout s'ils vont à l'étranger. Merci beaucoup. Monsieur Boulay. Oui, merci. D'abord, il faut bien sûr accompagner les PME au Québec. Il faut utiliser les ressources publiques. Souvenez-vous, la grande corvée que nous avons lancée en 2019, on a outillé, on s'est assuré que les conseillers aux entreprises du MTES pouvaient se déplacer, faire des diagnostics et aider les PME à établir des plans de formation et de requalification. Les ressources externes, bien sûr. Puis moi, je pense, puis je sais qu'il y en a d'entre vous qui proviennent d'organismes en employabilité, il y a un phénomène de sophistication des clientèles humaines ou des potentiels humains éloignés du marché de l'emploi. Le taux de chômage est très bas. On a accompagné beaucoup de bénéficiaires d'aide sociale, de personnes issues des Premières Nations, de jeunes, de travailleurs expérimentés et autres. Et là, c'est de plus en plus des personnes qui ont des parcours atypiques. Il faut véritablement utiliser des ressources spécialisées
Et les ressources externes sont extrêmement importantes. Mais les CRHA, Manon, j'en ai rencontré dans beaucoup d'entreprises, qu'ils soient à l'interne ou à l'externe, c'est des personnes qui aident à mettre en place des solutions qui sont vraiment collées à la réalité des entreprises. Et on ne peut pas faire un plan qui est spécifique et il faut s'appuyer, bien sûr, sur les conseillers qui sont en entreprise et à l'externe. Le recrutement, la rétention, ça passe aussi par le recrutement international. Il faut simplifier les missions de recrutement. Il faut s'assurer que les PME comprennent que le recrutement à l'international, ça n'appartient pas, ce n'est pas l'exclusivité des grandes entreprises. On a des partenaires non gouvernementaux, dont la Société de développement économique de Drummondville. On a des aides financières pour les PME puis qu'ils puissent assumer les coûts des missions de recrutement. On les a doublés. N'hésitez pas, toutes les PME, à y participer. Merci. Merci beaucoup, Mme Messoré. Dans la plupart des régions, plusieurs organismes travaillent déjà avec, pour accompagner les PME au niveau des RH. Nous croyons à l'importance des différents acteurs dans le domaine d'affaires de faire affaire ensemble, travailler ensemble, et nous les encourageons à continuer. Nous voulons être les partenaires avec ces organismes auprès d'eux et voir avec eux comment nous pourrons collaborer davantage ensemble. Merci. Merci. Alors, on approche de la fin, donc on est déjà rendu au mot de conclusion. Alors, je vous inviterai évidemment à rassembler vos idées et à nous parler concrètement des mesures phares de chacune de vos formations politiques en matière d'enjeux de main-d'œuvre. Alors, on va débuter avec M. Leduc. Merci. Alors, comme je le disais en ouverture, le Québec est à un tournant. On vit une crise sanitaire, on vit une crise du logement, on vit une crise climatique. Je ne sais pas si vous avez lu les rapports du GIEC comme moi, mais ça ne va pas aller en s'améliorant sur ce volet-là. Alors, ces crises-là, il faut les saisir comme des opportunités pour changer des choses, pour réévaluer nos modèles et pour opérer des tournants dans notre société. Le tournant le plus important, c'est la transition économique et énergétique qu'on veut faire à travers notre vision 2030, où on va faire des investissements massifs, notamment dans le transport en commun. On va avoir une cible de réduction de 55 % des GES. On va déployer une politique industrielle alentour de cette transition juste-là. On veut, en même temps, à travers cette transition-là, améliorer la qualité de vie des travailleurs et des travailleuses et s'adresser de manière sérieuse à la crise de santé mentale au Québec. Le monde du travail change, le monde du travail évolue. Il est plus que temps d'aller de l'avant avec le droit à la déconnexion. Ça fait suffisamment de temps qu'on en parle. Il y a d'autres pays qui sont en train de nous dépasser sur cette situation-là. On peut légiférer. Même chose sur le droit au télétravail, un concept nouveau qui a déjà fait résonner beaucoup depuis les derniers mois quand on l'a mis au jeu. Je suis convaincu qu'on peut aller rapidement sur le sujet et faire des gains intéressants. Qui dit pénurie de main-d'œuvre dit enjeu périphérique également à la pénurie de main-d'œuvre. On va avoir bien de la misère à aller régler la pénurie de main-d'œuvre si on n'aura pas réglé la question des places en CPE. On va avoir de la misère à régler la pénurie de main-d'œuvre si on n'a pas réglé la crise du logement, si on n'a pas mis à contribution les personnes autochtones. Et moi, d'ailleurs, je suis particulièrement fier d'être candidat d'un parti qui a 6 candidatures autochtones cette année aux élections. Quelque chose d'inédit dans l'histoire politique du Québec. Et on risque de faire élire la première femme autochtone de l'histoire du Québec, qui s'appelle Maïté Labrec-Saganache, qui est candidate d'Angava et qui est une amie. Alors, à Québec solidaire, on a une vision, on a un projet de société. On veut faire du Québec le pays le plus vert au monde. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci, M. Leduc. Mme Messoré. Pour nous, la formation, ça commence avec les jeunes. Comme j'ai dit tantôt, nous voulons investir davantage dans les différentes formes d'apprentissage pour accommoder les différentes façons d'apprendre, pour intéresser les jeunes à l'éducation, continuer leurs études pour avoir des vies prospères. Nous voulons permettre dès secondaire 3, les jeunes à accéder au DEP pour qu'ils puissent avoir une formation qui est propre à leur vision de leur vie et pour pouvoir s'épanouir dans le marché du travail plus rapidement. Quant à l'immigration, nous voulons reconnaître les diplômes étrangers plus rapidement pour attirer des immigrants de haut calibre pour combler les besoins sur le marché du travail aujourd'hui. Conservateurs, nous faisons confiance aux personnes, nous faisons confiance à l'ingéniosité québécoise et nous voulons encourager les entreprises à faire affaire entre eux et de s'accompagner entre eux dans tous les défis que cette révolution digitale amène.
Merci. Madame Setlakwe. Premièrement, par une reconnaissance de l'enjeu. La pénurie de main-d'œuvre, c'est l'enjeu actuel et futur le plus important pour nos entreprises. Nos entreprises disent déjà que c'est leur principal problème. Elles doivent refuser des contrats, elles doivent délocaliser la production et on n'est même pas encore arrivé au maximum du vieillissement de la population. Il faut agir dès maintenant. Les ressources humaines et l'organisation des ressources humaines peuvent contribuer à résoudre cet enjeu qui nous concerne tous. Il faut s'adapter. Il faut que les entreprises et le milieu de travail s'adaptent aux employés, car ils se font rares. Il faut que les bonnes politiques publiques soient mises en place, la bonne vision, afin qu'on y arrive tous ensemble. C'est ce qu'on a prévu dans notre plateforme. Donc, sans reprendre en détail, sommairement, à plus court terme, les mesures imminentes, donc, c'est favoriser la rétention et le retour des travailleurs expérimentés, ramener les jeunes parents sur le marché du travail. La liste est trop longue. Il y a trop d'enfants qui attendent une place en garderie. Il faut ramener nos jeunes parents. Il faut continuer les efforts de requalification des travailleurs vers les secteurs en demande. Il nous faut des mesures pour renforcer les efforts de numérisation et d'automatisation des entreprises. Et à plus long terme, l'immigration doit être la solution et elle doit être ciblée pour pouvoir les postes vacants. Évidemment, on ne parle pas d'immigration sans parler de francisation, sinon on échoue. Il faut faciliter la reconnaissance de diplômes étrangers, etc. Au Parti libéral, nous avons de vraies solutions aux vrais enjeux. Merci beaucoup. Merci. Madame Jorge. Au Parti québécois, on veut avoir plein pouvoir. On veut décider pour notre immigration. On veut décider des pouvoirs qui sont faits à Ottawa. Dans l'histoire du Québec, c'est le Parti québécois qui a été chercher des acquis pour les Québécois. Et ce rapport de force-là, indépendantiste, a été très fort pour aller chercher des pouvoirs. Et je répète les mots de mon chef qui n'a pas la langue de bois. L'aplaventarisme devant le fédéralisme, ça n'a pas de rapport de pouvoir. Alors, en décidant à tous les niveaux pour les Québécois, nous allons investir aux bons endroits pour la pénurie, justement la pénurie d'emplois, c'est-à-dire la pénurie de personnes. L'autre chose, en premier, on est dans une crise climatique. Serons-nous là demain? La nature sera sûrement là, mais peut-être pas nous. Je suis anthropologue de formation. Moi, je vois l'avenir avec des centaines d'années devant moi. Et effectivement, je le vois aussi pour mes enfants puis mes descendants. Au Parti québécois, on a probablement le meilleur programme. On veut on veut diminuer les gaz à effet de serre qui sont la principale menace pour l'environnement à moins 45 en les diminuant. Aussi, on veut favoriser aussi le transport actif en faisant la place climat, c'est-à-dire de donner 1 $ par jour à tous les Québécois pour acheter une passe à 365 $ par année. Pour encourager le transport actif, il faut penser à des pôles de transport, c'est-à-dire la bicyclette, des autos partagées. Il faut penser au transport alternatif. C'est très important. Donc, en ciblant l'environnement, c'est ce qui est important. Et par la suite, les PME sont vraiment le cœur de la société québécoise. On va les encourager et à l'étranger. Merci beaucoup. Finalement, M. Boulay. D'abord, merci à l'Ordre des CRHA et à la FCCQ pour l'organisation de ce panel qui est extrêmement pertinent. La pénurie de main-d'œuvre, le creux, on va le connaître en 2030. C'est là que les 15 à 64 ans vont être à un nombre le plus bas. Et donc, c'est un défi économique extrêmement important. Et je veux que vous sachiez que ça passe d'abord par l'intégration des ressources qui sont disponibles sur le marché. Les personnes handicapées, on n'en a pas suffisamment parlé, mais on a une stratégie nationale pour leur maintien en emploi, et ça m'apparaît fondamental. Les bénéficiaires d'aide sociale, on en a accompagné 92 000. Le taux d'assistance sociale est à 4,3 % au Québec, le plus bas depuis 1977. Moi, je rêve et j'ambitionne d'une société québécoise qui est apprenante, que chaque milieu de travail se transforme en environnement d'apprentissage et de rehaussement des compétences. Pour l'intégration, notre mesure phare, toujours accompagner, toujours soutenir financièrement
Le taux d'emploi au Québec, il est le meilleur au Canada chez les 15 à 64 ans. Formation, requalification, notre mesure phare, les bourses incitatives dans les secteurs névralgiques de l'économie. Et ça, c'est appelé à évoluer. Et ça va engendrer des bénéfices importants. Troisièmement, la productivité, c'est le virage numérique. Ça, pour l'achat de machines et équipements, formation, requalification, on est vraiment en accompagnement des entreprises. Immigration, au-delà des débats académiques, ce qui nous intéresse, c'est les délais, la procédure qui est complexe et les coûts. Il faut réduire les délais. Je suis content de faire partie d'un groupe qui est pragmatique, qui est nationaliste, et on va s'assurer avec Ottawa de faire en sorte que l'immigration soit accessible et réponde à nos besoins concrets du marché du travail. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Ça fait le tour de nos échanges ce matin. Je veux commencer par vous remercier, chacun d'entre vous, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour la pertinence de vos propos ce matin. On voit la grande complexité, bien sûr, de ces enjeux de travail, finalement, puis qui sont tricotés avec tout le reste de notre société, que ce soit l'éducation ou l'environnement. C'est difficile de faire un focus parce que, bien sûr, c'est un point rassembleur, le travail. Alors, merci infiniment de votre présence ce matin. Je veux saluer les gens qui sont en ligne. Vous étiez plus de 650 inscrits. J'espère que vous étiez autant au rendez-vous en ce lundi matin. Merci à vous de vous être déplacés pour venir jusqu'à nous entendre les propos des candidats, de nos invités. Merci, Charles, beaucoup pour cette co-animation, toujours tout super agréable. Puis je voudrais juste faire un clin d'œil à nos équipes respectives pour l'organisation de cet événement. Je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, bonne fin de campagne à vous cinq.